parlait de sport. Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour et bienvenue à tous pour cette 61e édition de Et si on parlait de sport. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale dédiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec nos consultants spécialistes de sport, nous reviendrons sur les moments marquants de cette compétition, les performances exceptionnelles, les succès, les médailles remportées, mais aussi les déceptions et les échecs qui ont rythmé ces Jeux. Nous partagerons également des anecdotes inédites avec des témoignages de nos correspondants présents sur le terrain. Installez-vous confortablement, c'est parti pour une émission riche en émotions. Bonjour et merci à nos partenaires qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Brigitte Linder et ses équipes du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et de Profession Sport Animation 31. Aux partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques, le magazine Sport Région, l'agence de communication Bel Ombra et Dialogue Sport. Et oui, vous l'avez entendu en ouverture avec cette hymne nationale qui a baigné nos 15 jours de ces Jeux Olympiques. Et pour nous accompagner, débriefer cette 61e émission, nos consultants spécialistes de sport, nous accueillons donc Joris Chapon qui est entraîneur d'athlétisme, qui va nous parler de ces fameux athlètes aux Jeux Olympiques. Christelle Ravasso-Jarry, conseillère technique fédérale au comité départemental de handball de Haute-Garonne. Didier Don, coach et formateur chez Engage et Talent, qui nous parlera de la partie mentale de nos différents athlètes. Et Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne, un grand spécialiste de sport aussi. Voilà, dans quelques instants, cette première mi-temps. Mais avant toute chose, j'ai le plaisir de poser la question à ma collègue avec moi qui est Pauline Gaston-Conduite, qui est partie elle sur les Jeux Olympiques la semaine dernière. Pauline, tu as vécu un moment fort là-bas à Paris. Comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu ce que tu as vu, ce que tu as fait sur place là-bas. Ah bah c'était extraordinaire. J'y suis allée. Alors je suis allée voir la partie cyclisme du triathlon, le relais mixte qui a lieu lundi dernier, et 2 matchs de beach volley, un match masculin, un match féminin. Franchement, l'ambiance est incroyable. Au pied de cette tour Eiffel fantastique. Enfin, ouais, le décor. Le décor est incroyable, autant que l'ambiance. Et alors l'ambiance, c'est pareil. Tu as pu assister un petit peu à ces compétitions. Comment ça s'est passé directement? L'accès était facile? Ouais, l'accès était facile. En fait, l'organisation était au top. On peut penser, enfin en tout cas jusqu'au moment d'y aller, on pouvait penser qu'il y avait du monde à Paris. Au final, tous les Parisiens sont partis, donc dans les rues il n'y a pas grand monde, sauf aux endroits où les compétitions ont lieu. C'est blindé, il y a une très bonne ambiance et il y a une bonne ambiance partout, que ce soit dans le métro ou n'importe où. Les gens sont sur leur téléphone en train de suivre les épreuves, donc il y a vraiment que des passionnés de sport qui étaient présents sur Paris. C'était top. Et tu as pu aller, je crois, au Club France, c'est ça? Au Club France. Une ambiance vue de l'extérieur, ça paraissait génial. Raconte-nous un peu ça. Ouais, une grosse ambiance. Quand j'y suis allée, il y avait sur place les fleurettistes français qui venaient de gagner la médaille de bronze quelques jours avant, donc grosse ambiance avec énormément de monde. Donc la Marseillaise chantée, imagine, la Marseillaise, je vous mets le feu, enfin la totale quoi. C'est ça, la Marseillaise chantée en chœur par je ne sais combien de milliers de Français. Non, franchement, c'était rien à dire. Le truc qui t'a le plus marqué, spontanément comme ça? Oh bah je pense l'ambiance générale dans Paris et que ce soit le Club France, le beach volley, parce que moi je suis allée voir 2 huitièmes de finale, il n'y avait pas de Français, mais pourtant tout le monde supportait, peu importe l'équipe. Non, je dirais l'ambiance générale. Et on prend des coups de soleil. C'est ça, il faisait extrêmement chaud, extrêmement beau à Paris. Voilà, donc quand on dit qu'à Paris il pleut toujours, des fois c'est pas tout à fait vrai. Alors, en tout cas, avec nos invités, on est très heureux de partager ce temps de débriefing et on va donc rentrer directement dans cette première mi-temps dans quelques temps, et on va vous parler de ces médaillés bien sûr, et en même temps de tous ces sports qui se sont passés cette semaine, avec ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé aussi. On va essayer de disséquer un petit peu tout ça. Merci, dans quelques instants, la première mi-temps. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour dans cette émission spéciale Jeux Olympiques et si on parlait de sport avec nos consultants. Joris Chapon qui est entraîneur d'athlétisme, Christelle Ravasso-Jarry qui est conseillère technique fédérale au comité départemental de handball de Haute-Garonne, Didier Don, coach et formateur chez Engage Talent qui accompagne de nombreux athlètes de haut niveau, Bernard Pujol, notre spécialiste rugby qui est membre du comité directeur du rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc on va commencer ensemble à
raconter un peu ce qu'on vient de vivre. On a vécu un moment historique avec ces Jeux Olympiques qui sont terminés hier soir. Un moment fabuleux qu'on a pu tous vivre. Moi, j'aimerais avoir chacun un petit peu un retour. Comment vous avez vécu ça, chacun, les uns les autres, par rapport à cet événement qu'on nous annonçait difficile? Finalement, moi, j'ai passé 15 jours de rêve parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires à travers les sportifs qui nous ont montré des belles choses. Comment on va commencer par Christelle. Honneur aux dames, comme on dit. Donc, Christelle, comment? Donc, toi, la partie handball, tu pourras nous en parler plus tard. Mais à titre personnel, comment tu as vécu ces Jeux Olympiques? Magnifique, grandiose. Aussi bien de la cérémonie d'ouverture jusqu'à ce que nous ont donné tous nos athlètes, qu'ils soient médaillés ou pas médaillés. Le public, l'ambiance, voilà, extraordinaire. Tu as eu l'occasion d'aller sur place, toi? Non. Non, t'as pas eu l'occasion. Donc non, j'ai eu peur. T'as eu peur. Voilà. En fait, t'as eu tort. Mais j'ai eu tort. C'est ce que nous racontait Pauline tout à l'heure, qui est allée sur place là-bas et qui m'a dit c'est extraordinaire. Je n'ai pas pu non plus puisqu'on préparait les émissions, mais c'est vrai que les Parisiens ont eu tort, mais ils ont voulu revenir finalement. Après, moi, c'est vrai que j'étais inquiète, je l'avoue, j'étais inquiète au niveau sécurité et je m'étais positionnée comme bénévole, mais les postes qu'on m'attribuait en fait, parce que je voulais pas être au handball, je voulais aller voir d'autres disciplines. Voilà, j'ai eu une inquiétude, bon, ça s'explique pas. Du regret, bien sûr, mais sur mon canapé, j'ai vibré, j'ai crié, je pense que j'ai réveillé tous les voisins, bon, peu importe, c'est pas grave, mais je les ai vécus quand même de façon magnifique. Passionné de sport, tu vas nous raconter Passionné, tout ça. ouais. Joris, toi-même, donc tu nous viens de l'athlétisme, comment tu as vécu ça? Moi, rien de très original par rapport à ce qui vient d'être dit. Tout simplement, ils ont été fabuleux ces jeux. Pareil, j'étais un peu inquiet au début pas par la sécurité moi, mais par l'organisation et un peu. C'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent d'avoir les jeux à la maison, donc un peu dubitatif à la base, mais hyper surpris dès l'ouverture par cette cérémonie. Une organisation qui a tenu son rang, je pense, et un public fabuleux. Tous les athlètes l'ont dit, tous les sportifs l'ont dit. Ils ont vécu des jeux extraordinaires et ça se ressentait derrière le poste de télévision. Donc c'est que ça devait être vraiment très extraordinaire. Merci à toi, Joris. Didier, l'éternel passionné de sport, avec ton regard de professionnel. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un succès au niveau de la représentativité de la planète, puisqu'en fait, ils ont réussi à transmettre cette émotion que chaque sportif transporte. Ils l'ont mis au niveau de l'image, ils l'ont mis au niveau du terrain, au niveau du parcours, au niveau de l'organisation. Je pense que c'est quelque chose que déjà le français sait faire, puisqu'on nous a quand même mis des doutes sur lesquels on n'était pas capable de faire. On l'a fait. Impossible n'est pas français. Hein, ouais, donc du coup, le résultat étant là, et puis moi en plus dans ma partie qui est celle de la préparation mentale, on voit le pouvoir de l'environnement au niveau du résultat. Je suis sûr que la même compétition dans un autre environnement, on n'aura pas eu autant de médailles. Je pense que le fait d'avoir autant de médailles cette année, je pense que le public, l'organisation et puis surtout les lieux où les sportifs se sont montrés, c'est grandiose, quoi. Et la Marseillaise. Paris, voilà. Donc du coup, et que ce soit l'ouverture ou comme à la clôture hier soir, c'était quelque chose qui était d'une intensité qui permettait, je dirais, aux gens de se retrouver et comme quoi, tourner autour d'un projet, on peut faire des grandes choses, quoi. On te sent enthousiaste et c'est bien, on va continuer là-dessus. Bernard, notre spécialiste rugby qui a l'habitude d'aller à la Coupe du Monde, mais quand même, c'était un peu extraordinaire ce qu'on vient de vivre. Oui, le tour de la table s'achève et tout n'a pas été dit parce que ça a été merveilleux. On attendait des beaux jeux et c'est au-delà de tout. On l'a encore vu hier soir lors de l'extinction de la flamme. Alors, tu nous posais la question, quel est le moment? Moi, pour le moment, là, je suis KO debout. Des moments, j'en ai plein la tête depuis le départ d'Athènes. Puis le côté sportif, français et au-delà. L'ambiance, les performances, la jeunesse, la parité, tout s'est entremêlé. Moi, j'ai les paillettes, je ne sais pas, il me faudra plusieurs mois certainement pour revoir. Sur le plan français, bien sûr, on a été extraordinaire, quoi. On a dépassé le odd advantage. On a été fabuleux. On a des sportifs, Marchand, Riner, Dupont, et je vais certainement en passer. Le petit bémol, effectivement, on s'aperçoit que les sports co et les autres se régénèrent. On fera un effort à Los Angeles pour nos amis athlètes, où il faut chercher nos Pérez, nos Diagana. Ça, c'est le côté négatif qu'on voulait. Nous, Français, on a cette sale habitude, et le monde nous connaît,
on veut tout rater, on se prédit toujours le moins bien. Et là, on a pris une très très grande leçon. Au niveau de la planète, comme le disait Didier, on a encore montré, et tout le monde nous reconnaît, par Paris, la France s'est organisée, c'est un pays merveilleux, la fraternité, la paix, et on en a tant besoin, ça a été effectivement fabuleux. L'organisation, Tony Estanguet, Bernard Lapassé, depuis 10 ans, toute politique confondue, tout ce qu'on a pu entendre, il n'en a rien été. Ça nous a dépassé. Et c'est fabuleux, et Paris, ville de lumière, elle a roulé plein phare. Donc ça, c'est extraordinaire. Écoutez, merci pour ce petit tour de table. Je crois qu'on va continuer cette émission parce que je voulais, comme on l'a fait la semaine dernière, faire un retour sur les médailles françaises, repartir de jour par jour, faire un petit détail, un petit retour à partir du lundi 5 août où on a gagné 2 médailles. Donc je vous propose simplement de vous donner ces médailles et puis peut-être des petits commentaires chacun, n'hésitez pas. On a commencé par une fameuse médaille d'argent en kayak cross, qui est une nouvelle discipline, avec la française Angèle Hugues qui a livré une course fantastique pour accrocher cette médaille d'argent. Derrière une championne olympique, la sœur d'une championne olympique qui est une Australienne, Noémie Fox. C'était une très belle compétition. Et la deuxième médaille qu'on a eue ce jour-là, c'est en basket 3-3, médaille d'argent, avec une équipe de France qui est passée pas loin non plus de la médaille d'or. On les attendait pas à ce niveau-là et ils ont été époustouflants dans cette quête de cette médaille d'argent. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 médailles éventuellement? Mais disons qu'en kayak cross, elle était déjà elle était 4e, elle était déjà à la queue, elle a remonté, elle s'est battue jusqu'au bout, elle a passé sa dernière porte, elle a dépassé pour arriver à faire ce résultat-là. C'est vraiment, c'est là qu'on voit la force et le mental de cette athlète pour aller chercher la médaille d'argent. C'était grandiose, quoi. Et alors sur le basket 3-3, vous avez suivi un petit peu? Oui, c'était magnifique. Quand on espère tous que en fait, il soit champion olympique et puis au dernier moment, l'adversaire il lance un ballon de très loin. Ça s'est joué à rien, c'est sûr. Et ce qui est marrant, c'est que quand on regarde le kayak cross, quand on voit elle est seconde, parce que elle arrive à prendre, elle remonte sa première adversaire, elle remonte à la 3e place. La seconde, elle fait une mauvaise, elle prend mal la porte et du coup, elle profite pour prendre la place de second. Et ça, c'est magnifique. Et juste après le soir, une balle un tir que on estime qu'il doit pas rentrer. C'est ça les jeux, c'est ça le sport. Alors on va suivre avec le mardi 6 août. On a eu une médaille, notamment avec le surf, une médaille de bronze grâce à la française Joanne Defay sur ce site extraordinaire et cette vague mythique de Teahupo'o. Il s'agit de la première médaille en surf pour la France dans l'histoire des JO. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire à faire sur cette médaille de bronze? Oui, déjà le site, on en avait parlé et la France va bien loin, puisque cette fameuse vague qui a été persistante est toujours aussi belle. Même les baleines s'y sont mêlées, donc exactement. Ça a été merveilleux. Et le surf, effectivement, jusqu'à maintenant, on était un peu privé de médailles, mais on s'aperçoit que de nos côtes basques, landaises et plus loin, en Océanie, on gagne et on a de beaux sportifs, jeunes, hommes, femmes, c'est vraiment, ça a vraiment été un très très beau spectacle et une très très belle performance que cette Polynésie nous a offert. Et on enchaîne donc le lendemain parce que c'est la liaison avec le surf, puisque elle est médaille de bronze la veille et le lendemain ou dans la nuit, c'est pour ça que ça se joue comme ça, on a une fameuse médaille d'or par le français Colivast qui décroche une médaille d'or en ayant fait ce qu'on appelle un tube extraordinaire. On voit les images, c'est fantastique, c'est un moment fort et donc un sport qu'on n'attendait pas, pourtant ils sont de là-bas et ils nous ramènent une médaille de bronze, une médaille d'or, c'est extraordinaire. Vous l'avez vécu peut-être un petit peu? Ouais, effectivement, pour revenir sur le site, il est extraordinaire, les vagues étaient sublimes et on a vu la médaille d'or fêtée sur la scène après derrière un bateau en train de surfer la vague du bateau, donc on voit qu'il est capable de surfer sur n'importe quelle vague et c'est vraiment très très fort ce qui a été fait là. Voilà, donc la même journée, donc on enchaîne du surf, on revient sur le taekwondo avec la première médaille de bronze de Cyrian Ravet en moins de 58 kilos. Il y avait la boxe aussi avec médaille de bronze de Jamili Dini Aboudou Mwenz donc en plus de 92 kilos qui lui est un peu une surprise aussi, on l'attendait pas forcément à ce niveau-là, on en reparlera avec toi Didier. Et puis la médaille d'argent, la fameuse médaille d'argent, on attendait un petit peu plus de Sofia Noumia qui a échoué une nouvelle fois, mais c'était plein d'émotions. Donc il faut savoir que la boxe c'est un tournoi, donc déjà le chemin qu'ils ont parcouru pour arriver jusqu'à la finale, déjà c'est
c'est exceptionnel. Parce que là, ça tombe, ça peut s'arrêter immédiatement. Mais que ça aille jusqu'à la finale, donc déjà, c'est très bien. Le parcours, c'est exceptionnel qu'il soit allé jusque-là. Même le lourd, je me rappelle plus son nom. Le lourd, c'est Djamili Dini Aboudou. Voilà, il a fait un super parcours et même un très beau combat. On en parlera tout à l'heure aussi. Oui, le 8 août, du coup, le jeudi, on a eu 3 médailles. Toujours en boxe avec la médaille d'argent de Bilal Benama dans la catégorie des moins de 51 kilos. Du cyclisme sur piste avec l'Omnium, une médaille d'or cette fois au terme des 100 tours de la course au point et malgré une chute à 25 tours de l'arrivée. Benjamin Thomas est allé chercher la médaille d'or et le titre olympique. Et enfin, en voile avec le 4 foil, on a eu une médaille d'argent grâce à Lauriane Nolo qui a obtenu cette médaille d'argent à Marseille après une chute lors de la deuxième régate de la finale. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur une de ces médailles? Ouais, moi j'en ai une sur le cyclisme sur piste parce qu'il me semble qu'à Tokyo il finit 4e au pied du podium, donc on voit qu'il a mis à profit ces 3 ans pour encore s'améliorer et aller chercher le titre. Il me semble que l'Omnium, en plus en France, on est quand même pas trop mauvais dans cette discipline-là sur le cyclisme sur piste où Brian Cocard, il me semble, avait pris une médaille de bronze à Londres, donc on voit que la tradition se perpétue et qu'on est toujours au niveau dans cette discipline. Et Benjamin Thomas, il sort du Tour de France. Il a fait le Tour de France. En plus. Tout à fait. On peut ajouter, pour être un peu chauvin, et on ne l'est pas, ici on parlait de sport, mais on voit que l'Occitanie rentre en scène, si je puis dire. Et puisque on passait de Sofiane, on est passé également à féliciter Bilal. Benjamin Thomas, notre Tarnais de service. Donc voilà, l'Occitanie a amené sa patte et on en est que peu fiers. Bon, Lauriane Nolo, elle est sur Marseille. Oui, mais c'est une cousine. Mais là aussi, j'ai une petite remarque que je fais parce qu'elle devait être championne olympique. Le parcours était fait. Et on revient sur ce que disait Christelle tout à l'heure. Faute à pas de chance. C'est-à-dire que sur la dernière épreuve, alors qu'elle a gagné les 2 premières, faute de vent, changement de vent, et là, elle est déventée et son foil tombe. Et il faut qu'elle se relève. Et là, elle court. Après, c'est une course pour essayer d'aller chercher une place, mais c'est dommage, quoi. Elle fait un mauvais choix de voile, donc elle pensait qu'elle pouvait partir avec une grande voile, et en fait, l'anglaise, qui elle prend une voile plus petite, lui permet à un moment donné d'aller plus vite et mieux travailler le vent, et elle n'a pas pu le faire. C'est pour ça qu'elle passe seconde, alors que techniquement, elle est au-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Un peu des regrets, mais bon, c'est quand même une première médaille dans cette discipline. On arrive donc au vendredi 9 août avec une seule médaille ce jour-là. Mais quelle médaille! C'est nos petits pongistes, les frères Alexis, Félix Lebrun et Simon Gaudy qui, en équipe, sont médailles de bronze. Alors là aussi, c'était un peu la folie pour ceux qui ont suivi le tennis de table. Alors, moi, j'ai une petite au cross, là où on a tous nos bureaux. Alors, bon, les présidents, il faut qu'ils se bouchent les oreilles. Entre midi et 2, on avait mis en place une petite compétition entre tous les bureaux sur le tennis de table. On leur dira pas, t'inquiète pas. Donc, d'accord, vous mettez des bips. Voilà. Bon, c'était entre midi et 2. Et donc, on avait fait des groupes, donc on était en simple ou en double. Et voilà, quoi, nous, on fait notre petit tennis de table. Mais on s'aperçoit quand même que, il faut les mettre, les points, à notre niveau. Et quand, juste après, on regarde les JO et qu'on voit les... Vous avez rangé le matériel? Bon, là, ouais, je pense que oui. J'ai laissé tomber. Là, ça sera pas de... Non, mais c'est magnifique, C'était parce qu'on l'a vécu. vitesse. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme le badminton, quoi. C'est pareil. Tu le vis à la plage ou autre, et quand tu les vois, c'est fabuleux. C'est une médaille de bronze, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu non plus. Donc, Et puis ils sont fabuleux, ces 2 jeunes, quand même. Et ils sont de chez nous quand même, hein. On les récupère aussi. Hein, d'Occitanie. On vient d'annexer Marseille, on va pas se priver de... Non, c'est Montpellier, eux. Hein. Montpellier, Ils sont à Montpellier, ouais, ça se rapproche. Mais ils sont Occitanie, hein, donc... Il faut voir qu'à 15 ans, à peine, il y a peu de temps, qui sont connus mondialement. Il était millième, pour parler de Félix. Et ils sont maintenant sur le tour du monde. C'est extraordinaire, c'est français, quoi. Et les Chinois, ils ont peur. Et ils ont peur. Oui, surtout que c'était une longue bataille face au Japon, parce que si je me trompe pas, les Français menaient 2-0, les Japonais sont remontés à 2-2, et on a gagné grâce à une victoire de Félix Lebrun, le plus jeune qui, quelques jours plus tôt, avait eu la médaille de bronze en simple. Ouais. On va passer au samedi 10 août, on a eu 4 médailles. Alors il y a eu du basket avec la médaille d'argent, où les Bleus obtiennent une 2e médaille d'argent d'affilée, et les Américains, contre qui ils se sont inclinés, un 5e titre olympique consécutif. Du taekwondo, grâce à la médaille d'or d'Althea Lorrain, qui a seulement 22 ans et est devenue championne olympique de taekwondo. Il faut rappeler que c'est le premier titre olympique de l'histoire du taekwondo tricolore. Il y a le breaking qui faisait son entrée aux Jeux olympiques.
Et alors, avec une médaille d'argent du français Danny Dan, qui a décroché du coup cette deuxième place au parc urbain de la Concorde. Et enfin, l'athlétisme, avec une médaille d'argent grâce à Sirena Samba Mayela, qui a décroché l'argent sur le 100 mètres haies. Elle remporte la première médaille de l'athlétisme français aux Jeux de Ouais, la première et la seule malheureusement, mais même si on verra plus tard qu'il y a quand même énormément de finales après. Première médaille qui vient clore une saison pour sa part magistrale, faut le dire, c'est sa première médaille olympique, mais elle est cette saison vice-championne du monde en salle avec le record de France sur 60 mètres haies. Elle est championne d'Europe à Rome il y a 2 mois avec le record de France aussi sur le 100 mètres haies. Et là, elle finit vice-championne olympique dans une course où la 6e aurait été championne olympique, aurait été 2e à Tokyo. Donc c'est la course, une des courses les plus denses qu'on a eu dans l'histoire. Et elle finit à 3/100e du record de France. Donc elle fait largement le job. C'est vraiment une course extraordinaire. Et pour ceux qui sont en manque d'émotion, je vous invite à écouter le replay de RMC quand elle fait, avec la course sous les yeux. C'est des émotions plus et voilà, elle vient clore une saison vraiment magistrale. Les autres médailles? Moi, je vais juste parler du taekwondo pour parler un petit peu sur le point de technique, puisque ils ont des capteurs sur les casques et sur les plastrons, et en fait c'est la touche et le coup de pied circulaire visage qu'elle passe, elle marque ces 3 points, puisqu'il y a le point et on voit 3 points qui délivre, qui libère en fait la tête à ce moment-là, et ça c'est extraordinaire, parce que passer en finale ce genre de mouvement, c'est assez intéressant. Et je parlerai maintenant du basket, parce que là on a quand même vu une équipe américaine qui était au-dessus, quand ils se sont mis à accélérer, on a senti que là il y avait un joueur aussi qui mettait les yeux fermés, donc quand Curry tu lui donnes une balle, il se la met, c'est ça, il met la balle, il se retourne, il regarde même pas si elle est rentrée, et il fait la fête. Si ce n'est qu'en basket, Didier, effectivement, la Dream Team, ils étaient vexés d'avoir échoué à Tokyo. Et cette grande nation, incontestablement, que sont les États-Unis en basket, on s'aperçoit qu'effectivement, les garçons, ils savaient très bien où ils allaient. Ils le savaient eux-mêmes, mais ils ont bien combattu. Mais les filles, on en reparle. On en reparlera des filles. On en reparle parce que je voudrais aussi, vous êtes tous passés sur plein de sports. Il y a le breaking quand même, donc Christelle, peut-être un petit mot sur le breaking. Mais pas du tout, mais je pense qu'il me manque une médaille là, au samedi 10 août. Il me semble que le handball a été médaille d'argent en féminin. C'est possible que oui, c'est très bien. C'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que tu es là, Christelle. C'est bien pour ça que je fais appel aux spécialistes. Et il y a ceux qui font rien, qui font pas de bêtises. Non, mais comme on dit. Et j'ai eu, c'est un petit oubli de ma part. Effectivement, vas-y. Il y a ça. Puis je voudrais quand même un petit regard sur le breaking parce qu'on n'en a pas parlé. Non, moi, je parlais du breaking, mais non, mais tu peux aussi du handball. Bien sûr. T'es venu pour ça aussi, franchement. Sinon, ton président, il va me faire les gros yeux, donc vas-y. Aucun problème. Bien sûr, c'était quand même un très beau match. Non, c'était un beau match. Je pense que effectivement, la Norvège, elle est sur ce match, elle est mais largement au-dessus. On perd. Je pense qu'on a été à un moment en échec au tir. Bon, avec une gardienne qui a 44 ans quand même, la gardienne norvégienne. Bon. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, on loupe les 3 tirs qui nous font peut-être passer à +3 et qui peut, alors mentalement, et je vais le mettre entre guillemets bien sûr, qui peut peut-être les faire un peu descendre ou les mettre dans les doutes, quel doute, pardon. Mais voilà, après c'est un très très beau match. Alors oui, elles sont déçues, mais elles font un parcours magnifique. Le handball actuellement, depuis même un petit moment maintenant, les filles, elles sont vraiment, voilà, elles sont sur le podium. Quelle que soit la place, elles sont sur le podium. Et les 3 nations actuelles féminines, c'est voilà, se font une fois. Une fois c'est le Danemark, une fois. Après on avait volé, on avait gagné face à la Norvège chez eux. Bon. Ils ont bien voulu nous le rendre, donc voilà. Mais c'était un très très beau match de handball féminin et des deux côtés. Vraiment, c'était magnifique. C'était magnifique. Juste un petit mot, un regard sur cette discipline de breaking parce que c'était complètement nouveau. Comment vous l'avez perçu ça? Parce qu'il a cette médaille d'argent. Moi, j'ai essayé de regarder, d'essayer de comprendre parce que c'est pas forcément un sport que je maîtrise bien. Est-ce que Joris, t'as un petit commentaire là-dessus? Alors, je suis pas un expert du tout du breaking, mais pour rester dans le chauvinisme, c'est un ami perpignanais.
Lyonnais, donc on va rester dans l'Occitanie. Et je pense que ça reste un sport encore assez jeune et peut-être un peu immature dans la pratique et qui demande peut-être du temps pour que ça s'installe et que ça fit peut-être un peu mieux pour les JO. Mais j'ai eu des surprises et ça reste assez impressionnant physiquement à voir. Alors, pardon, vas-y. Je pense qu'il y a une chose qui est un peu dommage, c'est que le breaking ne sera pas à Los Angeles. Donc ce sont des disciplines qu'on fait rentrer, qu'on fait sortir. C'est même toute une génération, parce qu'ils ont quand même formé une fédération française, ils ont mis des athlètes, des entraîneurs nationaux et tout ça pour arrêter. C'est comme le karaté. Le karaté, on est champion olympique, on l'arrête, on le reprend après. Ça me dérange un petit peu à moi en tant qu'athlète quand vous vous préparez pour une carrière. Du coup, du jour au lendemain, ça s'arrête, quoi. Et ça me déçoit, quoi. Juste une chose sur le personnage français, donc Danny Dan, qui a quand même je crois 39 ans. C'est intéressant de savoir. Et je l'ai trouvé dans son comportement, dans son attitude, dans son approche de son sport, le message qu'il envoie est plutôt très intéressant. Et c'est ça que moi je m'attendais à un peu plus de farfelu. Et finalement, au contraire, ils m'ont prouvé à travers leur discipline, parce que pour eux, ce sont des vrais athlètes, ils font des acrobaties, on va l'appeler comme ça. Ah, mais c'est magique, le mouvement du corps et l'utilisation de la musique sur leur comportement, c'est quelque chose de... Ça demande, je suis d'accord avec Joris, un peu de maturité dans l'avenir. Bien sûr. Mais on regarde que chez les garçons, c'est tous des garçons qui sont au-dessus de 30 ans. Plus chez les filles, c'est beaucoup plus jeune. Mais sur les garçons, en tout cas, c'était ça. Ce qui est dommage peut-être sur cette discipline, c'est... alors à la télé, sur place, je sais pas, mais à la télé, on n'entendait pas du tout la musique. Et du coup, à un moment, on n'arrivait pas à se connecter ou à essayer à vivre avec eux. Bon, c'est effectivement, c'est magnifique ce qu'ils font avec leur corps, cette dissociation, ce côté aérien qu'ils peuvent avoir. Mais par contre, la musique, voilà, moi c'est ce qui m'a peut-être déçu et qui m'a peut-être pas fait accrocher, malgré qu'on ait vu des belles choses. Ouais, mais toi, t'étais dans ton canapé, alors que là-bas, ils ont dû entendre. Je pense que la musique devait être forte. C'est pour ça, mais voilà, et c'est peut-être dommage. Le rendu était pas bon. Voilà, c'est peut-être ça qui c'est dommage. Laurent, effectivement, le breaking, nouvelle discipline. On a parlé hier et on a tous ressenti, et tout le monde l'a dit jusqu'à le président Thomas. C'est une nouvelle ère. Une nouvelle ère. Pourquoi maintenant une nouvelle ère? Pourquoi? Parce que tous ces sports nouveaux que l'on considérait un petit peu en dehors, pourquoi ceci, pourquoi cela, autant que Joule, autant que et tout, tous les tabous sont tombés. Et c'est vrai qu'on a basculé, on s'est aperçu que ces sports de rue, ce sont des athlètes, ce sont des réalités des sports. Et il n'y a plus de préjugés, que ce soit pour les artistes qui ont chanté avant, pour le breaking, tout ce qu'on a pu entendre. Pas entendu, on est beaucoup plus loin et la porte s'est ouverte vers ces nouvelles disciplines et c'est excellent pour l'avenir des sportifs. Dimanche 11 août, on a 2 médailles qu'il ne faut pas oublier, qui sont des médailles avec ce fameux pentathlon moderne, on l'appelle comme ça, et une très très belle médaille d'argent. Surtout cette championne, elle nous vient de loin puisqu'elle était déjà vice-championne olympique à Rio en 2016. Elle a un parcours de vie qui a été compliqué, difficile. On parlait de préparation mentale. C'est une jeune femme qui a eu vraiment beaucoup de difficultés, qui aujourd'hui est revenue avec un sourire, une banane comme on dit dans le jargon, extraordinaire. Elle a vécu ça. Et donc cette médaille, il faut la souligner. Et la deuxième médaille, c'est cette fameuse médaille d'argent contre les États-Unis avec nos filles. Là, on peut tous avoir un petit peu la larme à l'œil pour 1 centimètre. C'est extraordinaire avec les shoots qu'on a vus extraordinaires de nos filles. Bravo à l'équipe de France. Vos commentaires sur ça, moi je me suis régalé en tout cas. Au basket féminin, on venait d'en parler, on ne se savait pas à ce niveau et on doit les taper. Ce panier à 3 points, ce demi-pied, ce point d'orteil, il faut y croire un peu plus et on passera devant les États-Unis. Qui peut dire ça et qui peut ne pas le croire? On a mené de 10 points. On a mené de 10 points, bien Laurent. C'est important de savoir. Bien, Laurent, 10 points quand même. Hein. Non, j'ai suivi le match, je te dis, je me suis passionné. Ouais, ce point-là, il est d'autant plus rageant que quand on regarde la deuxième mi-temps, il y a quand même quelques coups de sifflet qui sont pas dans notre sens. Une Française qui monte au lay-up et qui se découpait la tête et les arbitres devaient regarder le parquet plutôt que le panier. Ce qu'on appelle le lobbying américain, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais pas loin. Mais ouais, c'est un peu rageant quand on voit qu'on échoue à 1 point alors qu'elle mène de 10 points. Il y a des coups de sifflet qui sont pas sifflés,
qui sont vraiment... Elles demandent l'arbitrage vidéo qui a été autorisé pour les garçons, qui visiblement là n'était pas autorisé. C'est frustrant. Après avoir parlé de toutes ces dernières médailles, on va peut-être parler du tableau des médailles. Avec 64 médailles, c'est un record pour la France, dont 16 en or, 26 en argent et 22 de bronze. La France termine 5e du tableau des médailles à l'issue de ces Jeux Olympiques à domicile et meilleure nation européenne derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Bravo, c'est un record, on a réussi ce record-là. On aurait pu, quand on voit les résultats, le nombre de finales qu'on a perdu, prendre 10 médailles d'or de plus avec un petit peu, alors on en reparlera mon cher Didier, mais je pense qu'il y a ce petit côté, le petit plus du mental chez nos Français qui a besoin de travailler et je pense qu'ils s'en sont rendus compte parce que quand on arrive en finale des Jeux Olympiques, on doit aller un peu plus loin et de s'arrêter et de se satisfaire d'une médaille d'argent. Voilà, en tout cas, merci pour ce petit tour d'horizon sur les médailles de nos Français. Je vais vous proposer maintenant de rentrer un peu plus justement dans les sports pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, Bernard, on va rentrer dans les sports qui se sont passés cette semaine. Donc avec, il y a les médailles, mais il y a aussi ce qui s'est passé autour. Pour reparler, donc le premier sujet qu'on va vous proposer, c'est la boxe. Et là, je sais que toi, Didier, tu es bien dans le coup là parce que on a parlé des médailles. Moi, j'aimerais que tu creuses un peu plus parce que au-delà des médailles, il y avait aussi un petit peu une déception chez les filles. Oui, on pensait vraiment que les filles allaient vraiment performer dans leur stratégie par rapport à la boxe, mais elles se sont fait laisser surprendre par des guerrières beaucoup plus agressives. Et j'en parlerai tout à l'heure quand on parlera des détails sur la boxe. En fait, je pense qu'ils ont, pour moi, à mon sens, peur de faire des erreurs et donc beaucoup de retraits et pas assez de bagarres. Parce que la boxe olympique, c'est de la mitraillette. C'est celui qui touche le plus qui envoie le plus de coups. Par rapport à la boxe traditionnelle où on attend, on cherche la touche, on cherche le placement. Là, il n'y a pas de placement. Là, c'est guerre du début à la fin et on voit que tous les boxeurs, en fait, se sont laissés emporter par l'adversaire qui, lui, était beaucoup plus agressif dans ces situations. Même s'il prenait des coups, il en a marqué beaucoup plus que nous. Non, mais tu peux rentrer, parce que là, on est sur le sujet boxe, donc tu peux y aller si tu as du détail. Moi, je voyais que, on a revu, pour prendre l'exemple, Estelle Mosley, qui arrivait de blessure, qui faisait un pari de retour, parce qu'après avoir eu 2 enfants, elle revenait, elle voulait essayer de s'accrocher. Elle était championne olympique à l'époque, si je me souviens bien. Donc, c'était quand même un pari. Donc, elle a fait ce qu'elle a pu, mais dépassée probablement, comme tu dis, par cette vitesse. Par des gens qui en fait sont au-dessus sur le plan de la prise de risque. Donc ils prenaient beaucoup plus de risques que les Français et surtout ils enchaînaient. Donc quand vous êtes dans la situation, vous êtes face à face là, et là on reste sur 1-2 coups. Eux ils sont sur 3-4 coups. Donc quand vous êtes sur 3 coups, il y en a au moins un qui va passer plus que les autres, mais ils n'ont pas peur de prendre le coup. Donc comme on a quand même 3 rounds de 3 minutes, il faut aller très vite. Donc on n'a pas le temps de regarder, d'examiner, contrairement à la boxe traditionnelle où on fait 7 rounds, où on fait 10 rounds. C'est plus pareil, c'est pas la même boxe. Et là pour moi aujourd'hui, si je devais les faire travailler moi en tant qu'entraîneur de boxe, alors je suis pas en boxe anglaise, je suis en pied-point, mais c'est pareil, on reste dedans et dans l'action on va chercher les coups parce qu'on les enchaîne et c'est ce qui fait la différence entre la boxe olympique et la boxe traditionnelle. On va maintenant passer au breaking dont on a commencé à parler tout à l'heure, notamment avec la médaille d'argent de Dany Dan, mais il y a aussi eu quelques déceptions avec notamment la française Big Girl Sissi. Oui, c'est important. Appelée Sia Dembélé, qui a été battue en quart de finale. Carlotta Dudek, donc Big Girl Carlotta, qui a été éliminée dans les qualifications. Et chez les hommes, il y a B-Boy Laguette, Gaëtan Alain, qui a été éliminé et battu lors de 2 de ces 3 battles. Alors, rapidement, pour parler de la maturité, les deux jeunes filles, une à 16 ans et l'autre à 22 ans. Il y a une différence par rapport aux garçons où ils ont tous les deux 36 et 36 ans, les deux garçons. Voilà, donc déjà, ça vous situe. On parlait de maturité tout à l'heure. Au niveau des filles, il y a un travail à faire, je pense. Petite remarque là-dessus sur ça ? Moi, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt le breaking, mais après, je n'ai pas compris ni suivi, pas plus entendu la synchronisation avec la musique. J'ai été très intéressé, mais je n'étais que spectateur. J'ai pas compris les différences, comment ça peut... Ça doit être très, très, très difficile à arbitrer, parce que les gens n'ont pas les mêmes figures, n'ont pas les mêmes compositions. Je pense que c'est une activité qui doit s'harmoniser un peu, s'uniformiser un petit peu pour que nous comprenions. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur les arbitrages, je connais pas leur performance. Ça a été magnifique, c'est sûr. Et nos baby
boys, girls ont bien pratiqué. C'était très très joli. Vas-y, une petite remarque, puis après on passe au canoë. Ouais, effectivement, je pense qu'on va revenir sur la maturité et puis sur la culture aussi. La majorité des sports olympiques sont là depuis beaucoup plus longtemps, donc on est déjà plus habitué aux cultures des différents sports. Celui-là est tout neuf, donc je pense qu'il y a peut-être un travail de vulgarisation à faire ou un peu plus d'explication pour plonger un peu plus dedans. Mais effectivement, on a eu des performances assez impressionnantes dedans. Du breaking, nous passons à l'eau, on va sur le canoë et sprint. Alors, Milan un peu mitigé en canoë-kayak. Vous avez suivi, donc les Français ont gagné 3 médailles en slalom, une médaille d'or pour Nicolas Gestin en canoë, l'argent pour Titouan Castric en kayak et pour Angel Hugues en kayak cross. Par contre, 0 pointé en ce qui concerne le kayak, ce qu'on appelle le canoë sprint. C'est la première fois qu'on a ça depuis un certain temps. Sprint, c'est-à-dire que c'est des courses en ligne. Et là, cette année, 0 pointé. Petit commentaire sur ce canoë, remise en jeu. Personne n'a suivi ou n'a pas de remarque par rapport à ça. On verra effectivement cette discipline comme d'autres après sur la bicyclette où en vitesse on n'a rien fait alors qu'on était très très fort. Et là effectivement se poseront les questions, cher Didier, vous avez du boulot. Pourquoi en sprint alors que nous sommes une nation historique, on a failli. Voilà, donc mais moi j'ai pas d'explication, c'est un constat qu'on peut faire. Après il me semble que sur Titouan il est passé de très très peu de la médaille d'or. Ça s'est joué à très peu de choses. À très peu de choses. Alors ça c'est un peu des disciplines un peu plus fun, c'est du kayak, voilà, ça se bouscule, c'est les nouveautés qui ont été amenées par justement Estanguet qui vient de ce monde-là et qui a voulu voilà. Mais ça bouge, c'est de l'eau, que ça tourne dans tous les sens. Le kayak en ligne c'est plus traditionnel, c'est des courses en ligne et top départ c'est comme du sprint en fait. Et là on avait des médailles jusqu'à présent et là cette année c'est compliqué. Et on va passer au cyclisme sur piste. Bernard a commencé à en parler. Derrière l'or de Benjamin Thomas, le cyclisme sur piste français fait grise mine. Il faut savoir que c'est la première fois depuis 1992 à Barcelone que la France repart sans médaille des Jeux sur les épreuves de sprint et cela pèse d'un poids particulier dans une discipline historique. La France était pourvoyeur de 15 médailles sur la piste depuis cette Olympiade. Le sprint français rentre bredouille de ces Jeux Olympiques à domicile. Vous avez un commentaire ? Oui, mais je reprends effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé en sprint alors qu'on caracolait et avait les Pervises, les Tanguay, tous les garçons, les Rousseau. Et là, on est en panne, donc il faudra se poser les bonnes questions. On émerge sur d'autres disciplines, en féminin, en masculin. Et là, on est en panne sur cette vitesse. Je ne sais pas si c'est à cette rubrique qu'on parlera du cyclisme sur route, parce qu'on a brillé. Notre ami Vauclair, on ne va pas tout lui attribuer, mais qui était manager de l'équipe, a amené 2 Français sur le podium. C'est pas rien quand on voit le concert mondial sur ces courses d'un jour, qui ressemblaient un peu aux courses belges des Flandres ou autres. C'est une très 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 belle performance. Ce cycliste donc sur piste, c'est vrai qu'on gardera une pensée là-dessus parce qu'il va falloir qu'ils se remettent en cause. Mais c'est le propre de tous ces sports qu'ils ont passé un petit peu à côté. Voilà, donc merci en tout cas de vos différentes réactions. Oui, merci pour cette première mi-temps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission et la deuxième mi-temps. Mais avant, quelques témoignages sur place à Paris que nous avons recueillis auprès de consultants et de spectateurs. Bonjour Carole Ferriou, tu es championne du monde, je le rappelle, 6 fois championne du monde de tir à l'arc et membre du comité directeur de la Fédération française de tir à l'arc. Tu dois être comblée aujourd'hui et très heureuse de ce qu'on vient de vivre avec cette discipline. Mais avant toute chose, quelles sont tes impressions sur ces Jeux Olympiques, puisque je crois que ça fait plusieurs jours que tu es sur place à Paris? Oui. D'ailleurs, je suis toujours là. Je suis plus à Paris, mais à Lille, puisque je vais suivre le handball. Écoutez, moi, je suis arrivée à Paris le 31 juillet et depuis, je vis 10 jours juste extraordinaires avec des jeux qui sont magnifiques, des sites incroyables, une ambiance dans les stades de folie, dans toutes les enceintes sportives, dans la rue, des gens très sympas qui échangent, qui donnent des bons plans, des restaurateurs qui sont super accueillants, rapides. Franchement, une fluidité dans Paris incroyable. C'est vrai que moi, là, ça fait 10 jours, j'ai eu la chance de voir beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de tir à l'arc, évidemment. J'ai vu du volley, j'ai vu de l'athlétisme, j'ai vu du beach. Et je pense que le top spot, c'est le beach volley à 21h au pied de la Tour Eiffel. C'est magique. Et puis voilà, là, je suis sur l'île pour suivre le handball. Mais non, c'est vraiment des jeux extraordinaires.
extraordinaire. Puis une ambiance vraiment de folie. Donc un plaisir total pour une sportive que tu es et que tu continues à être à travers toutes tes activités. Alors j'ai bien évidemment envie tout de suite de te poser la question parce que nous aussi on a vécu, mais un peu plus loin que toi, ce fameux tir à l'arc avec grandiose lorsque tu as donné les 3 coups de démarrage. On était tous heureux de te voir à l'écran et en même temps les émotions que nous ont donné ces équipes de France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, complètement. C'est vrai que moi je suis arrivée le mercredi 31 juillet parce qu'en fait j'avais été contactée par Paris 2024 pour donner ces 3 coups de théâtre en fait, puisqu'à chaque activité, chaque sport sont donnés ces 3 coups par un sportif. Et alors ça c'est un moment vraiment intense. J'avais déjà vécu à Toulouse l'allumage du chaudron à côté d'Antoine Dupont dans les Ambassadeurs. Et franchement là ces 3 coups c'est juste c'est un moment suspendu quoi. C'est magique. Vous avez 8000 personnes dans les tribunes qui sont là, qui vous acclament, qui vous connaissent peu parce que j'allais dire, je pense que dans le public les gens connaissent le tir à l'arc mais connaissent pas tous les anciens sportifs les archers. Et voilà, j'ai vraiment vécu un super moment et je remercie vraiment ces personnes qui m'ont choisi parce que c'est une reconnaissance mais c'est aussi un moment très très sympa personnel. Voilà. Et puis après c'est vrai que j'ai pu enchaîner moi avec le site des Invalides qui est magnifique et puis tous les jours on avait des surprises, alors des très bonnes surprises avec le tir à l'arc. Faut quand même savoir qu'on a ramené 2 médailles, une médaille d'argent le 28 juillet avec les garçons qui ramène cette médaille qu'on n'avait jamais eue par équipe chez les hommes. Donc on avait eu une médaille chez les filles en 2008, une médaille de bronze et puis là c'est une médaille d'argent qui est elle est à la fois inespérée et puis on l'espérait parce qu'ils avaient un tel niveau que on y croyait tous et puis je pense que le public les a tellement soutenus que voilà, cette médaille elle arrive au bout et puis en apothéose, on finit en apothéose avec Lisa qui nous gagne cette médaille de bronze. Alors là Lisa c'était un petit peu la reine, la fée des Invalides puisque c'est vrai qu'elle est tellement joviale, souriante, enthousiaste que voilà, on a pleuré dans les tribunes quand elle gagne cette médaille de bronze. Surtout que ça s'est joué vraiment. Enfin, il y a du suspense quoi. C'était extraordinaire jusqu'au bout. Du suspense et puis du retournement, c'est-à-dire que un petit coup de vent, un petit coup de moins bien sur l'adversaire, des flèches qui partent, c'est très surprenant, mais elle a réussi à saisir ses opportunités et ça c'est vraiment génial quoi. Donc nous c'est vrai qu'aujourd'hui fédération, c'est notre 5e médaille olympique après celle de Sébastien Flute en individuel, après celle des filles par équipe à Pékin, après celle de Jean-Charles Valadon à Rio. Ça fait 5 médailles pour la France. Je crois que nos jeux, en tout cas au niveau du tir à l'arc, sont réussis. Ça, c'est sûr. Surtout que si on suit le regard aussi les 2 garçons, là, ils étaient pas loin non plus. Ça s'est joué à peu de choses à chaque fois. Les deux jeunes de l'équipe, vraiment. Thomas Chiraud et Baptiste Adis, et vraiment, ils sont pas passés loin, mais là, c'est le haut niveau. Ça va très très vite. Et puis, comme j'ai tout à l'heure, une opportunité, une flèche un peu moins bien tirée, même s'ils ont fait des super matchs. Je crois qu'il faut vraiment pas leur enlever le talent qu'ils ont eu sur ces jeux. Tous les 6, même les filles, Amélie Cordeau et notre petite, il y avait Lisa. Tous les 6, en fait, les 6 Français ont été vraiment à un très bon niveau déjà sur les qualifs. Il faut savoir quand même que pour arriver dans les matchs, que ce soit individuel et par équipe, ils se sont très bien classés le jour on appelle ça les qualifs, mais c'est le tir de classement. Ils étaient 2e par équipe chez les garçons et 5e chez les filles. Et ça, dans les tableaux, après, ça vous sort des tableaux quand même plutôt avantageux sur le reste de la compétition. Donc déjà, le premier jour, ils avaient fait un très très beau boulot. Écoute, en tout cas, ça a donné un très bon résultat parce que visuellement, déjà, c'était exceptionnel. Nous, tout ce qu'on peut souhaiter, effectivement, c'est que ça amène plus d'archers à la fédération et que ça donne envie à plein de générations de garçons et de filles de venir s'essayer au tir à l'arc. Merci en tout cas pour toi de nous avoir accordé ce petit temps dans l'émission Si on parlait de sport. On est super content de t'avoir et puis à l'occasion de ton retour, on sera heureux de te revoir à nouveau à l'antenne pour partager d'autres émotions. Avec grand plaisir. Moi, ça, voilà, si je peux vous transmettre un petit peu de gaieté, de bonheur de ces Jeux Olympiques, j'espère que j'ai réussi parce que c'était génial. Et pour le tir à l'arc, venez faire du tir à l'arc. Vous avez vu, c'est des grands champions, c'est une discipline qui est accessible. N'hésitez pas à nous rejoindre sur cette activité formidable. Merci beaucoup, Carole. Bonne fin de Jeux Olympiques et à bientôt. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement.
par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos consultants spécialistes de sport, Joris Chapon, entraîneur d'athlétisme, Christelle Ravasso-Jarry, conseillère technique fédérale au comité départemental de handball de Haute-Garonne, Didier Don, coach et formateur chez Engage Talent, et Bernard Pujol, membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Eh bien, on repart pour une deuxième mi-temps avec la suite de notre tour d'horizon sur tous ces différents sports qui ont eu lieu donc dans la semaine, sports qu'on n'a pas tous pu traiter encore, et on avait cette semaine l'escalade avec aussi des espoirs de médailles, et ça a été très compliqué. Si vous avez suivi, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qu'est les murs, comment ça se passe. Voilà, il y avait un certain nombre d'espoirs, et malheureusement tout ça s'est pas passé comme on l'aurait espéré. Qu'est-ce qui veut intervenir un peu là-dessus ? À Tokyo, il y avait déjà un premier format sur l'escalade qui était un combiné sprint, bloc plus difficulté. Ils ont remarqué que c'était pas compatible de combiner les trois, que les athlètes de vitesse étaient vraiment avantagés par rapport aux autres. Donc là, la vitesse a été sortie du combiné. Ils ont gardé le combiné bloc et difficulté. Moi, je me pose quand même la question de savoir est-ce que c'est vraiment viable de combiner les deux, sachant que le bloc est une discipline qui va durer 45 secondes sur la montée, alors que la difficulté, on va être sur de l'ordre de 2, 3, 4 minutes de montée. On a Oriane Berton qui est spécialiste du bloc, qui finit 8e au total, alors qu'à la fin du bloc, elle était extrêmement bien placée et elle s'écroule sur la difficulté. Donc c'est là que, moi je me pose la question de est-ce que ce combiné-là a vraiment un intérêt, ou est-ce qu'il faudrait pas mieux avoir les trois disciplines séparées avec des spécialistes de bloc, des spécialistes de difficulté, comme on a sur des Coupes du Monde régulièrement. Je sais pas. En tout cas, le site était sublime. Ils ont fait un travail par contre, le site, le public avait l'air extraordinaire. Avec des tribunes en face, c'était super. Je noterais simplement qu'en vitesse homme, on avait un garçon qui s'appelle Bassa Mawem, qui lui s'est incliné en quart de finale de la vitesse, et c'est un garçon qui arrête sa carrière après il a 39 ans quand même, 7 fois champion de France et premier recordman olympique de la discipline, donc c'était en vitesse. Voilà, c'était un petit clin d'œil à faire à ce personnage-là qui a quand même été jusque-là. On passe à la suite. Oui, avec le golf où le Français Victor Pérez a terminé 4e à moins 16. Céline Boutier a pris samedi la 18e place à moins 2 du tournoi olympique de golf. Et l'autre Française en lice, Perrine Delacour, a terminé 42e en plus 9. Un commentaire peut-être sur ses performances. Les adversaires ont été au-dessus, tout simplement. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Hein. Ils n'ont pas accroché. Comme j'ai dit, c'est une compétition sur du one-shot. Il faut être présent. Il y a une grosse pression que le golf se met dessus. Bon, ils n'ont pas performé. Ils vont performer sur le niveau mondial comme ils savent le faire. Alors, on passe du golf à la gymnastique rythmique. Discipline que j'ai découvert aussi, on en a entendu parler, mais c'est pas forcément des choses qu'on voit souvent, et l'équipe de France a terminé 6e du concours des ensembles. Je trouve ça dommage. Alors bon, explique-nous pourquoi c'est dommage. Je vais pas parler de l'arbitrage, des juges, mais moi j'ai regardé toutes les prestations, elles ont été magnifiques. Tout ce qui était aérien, elles ont pris tous les espaces, il n'y a pas eu une seule erreur, que ça soit avec les ballons, que ça soit avec les cerceaux. Elles étaient magnifiques, vraiment magnifiques. Alors la question moi que je me suis posée, c'est est-ce que on vient tellement de loin que pour l'instant on n'est pas jugé comme peuvent être par exemple les autres nations qui sont régulièrement sur ce podium. Est-ce qu'il va falloir encore plus travailler, mais je vois pas ce qu'elles vont faire de plus, mais c'est un peu le principe de ce qui se passe en patinage en fait. Il faut quand même être remarqué, il y a une espèce de lobbying quand même à un certain niveau
pour que on nous reconnaisse en fait. Alors, j'ai le même discours sur, on le voit plus loin, mais sur la natation synchronisée. Je veux dire que je comprends pas comment elles peuvent être... Garde-en un peu pour la natation tout à l'heure, parce que là, on va te partir. Mais c'est vrai que je voulais avoir votre sentiment. Alors, est-ce que tu as regardé les individuels, par contre ? Oui. Alors, sur les individuels, celle qui est championne olympique... Elle est championne olympique. Elle est championne olympique. Il n'y a pas photo. Il y a vraiment, c'est vraiment magnifique, quoi. Mais voilà, là, elle a sa place. Par contre, en équipe, j'estime qu'on pouvait être sur le podium au moins 3e. Messieurs, gymnastique rythmique, c'est pas votre tasse de thé forcément. Tasse de thé, oui, mais on se rend compte effectivement que heureusement que les Jeux Olympiques sont là, parce que oui, c'est ce que je disais. Qui voit en dehors des Jeux Olympiques, et c'est pas une injure qu'on le prenne pas mal, de la gymnastique rythmique. Alors nous, on découvre, on comprend pas trop. C'est beau, heureusement, c'est beau. Donc on n'a pas de commentaires, mais on déplore effectivement que ces sports ne soient pas beaucoup plus exposés pour que les jeunes y viennent le pratiquer, parce que c'est là en fait le but. Quand on voit la qualité qui en sort, la précision, l'utilisation de l'espace et ces filles, comment elles travaillent, parce que j'ai l'habitude de travailler avec ces gens-là mentalement, je peux vous dire qu'il y a du boulot derrière. Et pour moi, chaque fois que je vois ce niveau de technicité, ce niveau de précision, oh là là, à chaque fois ça me fait rêver. Et je crois que je les ai mis sur des postes, à chaque fois je les ai vus quand elles ont travaillé en équipe, où elles ont fait le cerceau des Jeux Olympiques, elles sont reparties, ça volait dans tous les sens, il n'y a pas eu une seule faute. J'ai dit, mais quand même, les heures de travail qu'elle a, je trouve ça magique. Il faut changer les juges. De la gymnastique rythmique, on va passer à l'haltérophilie, où l'équipe de France n'a pas non plus décroché de médailles. Sur les Français en lice, il y en a 3 qui ont terminé 9e et une dans la catégorie des moins de 71 kilos, Marie-Joseph Feg, qui a fini 5e. Un commentaire sur ses prestations d'haltérophilie ? Ouais, c'est dommage pour un Français en moins de 89 kilos qui arrive avec une douleur au genou et qui se réveille encore plus sur l'arraché, il me semble. Romain Imadouchen. Voilà. Imadouchen, ouais, c'est ça. Qui est là depuis longtemps d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il fait... Voilà. Même si le titre dans cette catégorie allait être compliqué, je pense qu'il était venu chercher un podium et c'est frustrant de le voir blessé et de le voir arriver à performer quand même avec une grosse douleur au genou. Très dommage pour l'haltérophilie française. On voit la déformation de l'athlétisme. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours des compétitions difficiles. L'haltérophilie se cherche aussi. Ils ont accroché leur place au dernier moment aux Jeux Olympiques. Bon, nos athlètes n'ont pas pu performer cette fois-ci. On leur souhaite que ça passe mieux. L'haltérophilie, on peut passer aussi à un sport qui fait appel à l'haltérophilie souvent, c'est de la lutte. Et là, encore une fois, on s'attendait à d'autres résultats parce que on n'a pas réussi à passer les qualifs, quoi. En lutte, vous n'avez pas vu. Donc il y avait dans les catégories de moins de 60 chez les femmes, Kumba Larocque éliminée en quart, en moins de 62 battue en 8e Amélie Douard, et chez les hommes en moins de 67 Mamadassa Silia qui a été battue en quart. On attendait plus de sa part. Je voudrais mettre un petit clin d'œil parce que dans cette chose-là, il y a quelque chose un élément qui est sorti. Vous l'avez peut-être suivi et ça vaut quand même qu'on le cite. Le quintuple champion olympique, le colosse cubain Miren Lopez, qui rentre dans la légende. 42 ans, sans avoir combattu depuis 3 ans. Il est devenu le premier athlète de l'histoire à remporter 5 titres olympiques de suite dans la même catégorie. Si vous avez suivi cette cérémonie de clôture, il était présent parmi les invités et je trouvais que c'était un bel hommage que je voulais rendre à ce personnage parce que j'avais suivi certains reportages. 42 ans, chapeau, bravo l'ancien. Le geste qu'il a fait, c'est surtout qu'il était allé au milieu, il a enlevé les chaussures, il les a posées au milieu du tapis pour dire c'est fini, c'est la fin. C'est magique ce geste-là devant la planète, je trouve ça grandiose. Voilà, petites anecdotes comme ça qui font aussi la légende de ce sport. Voilà pour la lutte. Il y avait aussi la natation synchronisée où les Françaises ont terminé au pied du podium. C'est la place qu'on n'aime pas forcément. Ils sont arrivés 4e de l'épreuve par équipe en natation artistique, remportée par la Chine devant les États-Unis et l'Espagne. Leur parti pris artistique n'a pas été malheureusement récompensé lors du libre. Quand on voit le travail que font les filles, puisque moi je travaille avec les filles de Toulouse, elles ont entre 8 et 10 ans, elles font 25 heures d'entraînement semaine en plus de l'école. Je peux vous dire que ce travail-là est aujourd'hui le 4e place, c'est une discipline qui commence à se structurer et à s'organiser et je pense que très rapidement on va voir des équipes de France au plus haut niveau mondial parce que là je sais que le boulot il est vraiment sérieux. Quand je les vois travailler, les entraîneurs ont fait énormément de progrès et puis les filles elles sont de plus en plus connectées à leur passion, quoi. Alors justement je crois qu'aussi elles ont un peu perdu, malheureusement on revient sur cette histoire de juge parce que elles ont fait quelque chose d'original et c'est ça qui a peut-être finalement les a desservies parce qu'elles sont sorties
sorti un peu du critère conventionnel pour proposer une autre musique, une autre dynamique, et finalement elles sont que 4e. C'est pour ça qu'il faut changer les juges. La Christelle, elle va pas changer. Alors, on pourra pas nous taxer de faire de l'arbitrage à la maison. Non, mais je pense que par rapport à ce que tu dis, où on voit que avant on les voyait pas, quoi. C'est vraiment, elles ont travaillé. Quand on voit que même sous l'eau, tout est synchro. Qu'est-ce qu'on veut de plus? De l'originalité, mais c'est ça. Je pense qu'en plus c'est notre marque de fabrique. Quand on voit où sont faits les jeux, à Versailles, quoi, tout ce qui a été dans les lieux, moi. Elles vont complètement avec ces jeux. Alors qu'on leur donne pas la médaille d'or, peut-être, mais qu'on les laisse pas 4e, quoi. Pour moi, c'est injuste. C'est vraiment, alors je connais pas cette discipline parce qu'elle est pas connue et on la voit très peu malheureusement. Mais pour moi, c'est vraiment de l'injustice. Heureusement qu'il faut de l'originalité, quoi. Il va falloir vraiment vivre avec notre temps. Et moi, ça c'est peut-être ma déception arbitrage. On parlait effectivement du patinage artistique et ce type et la natation. Même si on a évolué, on voyait qu'à l'époque, les Russes dominaient en patinage et les Candeloro, les Bonali en ont beaucoup souffert. On provoquait l'artistique et ça passait pas. Et on en est encore là. Mais il faudra qu'on grandisse aussi, n'est-ce pas? Oui, se plaindre du lobby, ils veulent voir des choses qu'il faut aussi leur montrer. Ils nous demandent peut-être pas non plus. C'est là qu'il faut grandir parce qu'on en a les moyens, la force et l'envie. On reste dans l'eau, mais là ce coup-ci on va être libre, on va aller dans l'eau libre, la natation eau libre. 2 Françaises qui étaient en liste, Océane qui va dans l'eau libre, c'est facile. Océane Cassignol qui est 7e et Caroline Jouisse 8e. Elles ont terminé dans le top 10, c'est une bonne performance pour elles. Par contre, un petit peu une grosse déception pour nos Français sur le 10 km avec Logan Fontaine qui termine à la 5e place et Marc-Antoine Olivier à la 7e. Alors qu'on espérait, souvenez-vous, il y a 4 ans, ils étaient en bataille pour cette fameuse médaille. Il leur a pas manqué des petites choses aussi. Ils se sont fait larguer au démarrage, ils n'ont pas réussi à revenir dans la bataille. C'était intéressant à suivre. Malheureusement, encore une fois, on s'arrête un peu au pied du podium. Est-ce que vous avez suivi en plus, c'était dans la Seine, donc nager dans la Seine, c'était tellement décrié. Finalement, tout s'est bien passé. Personne n'a coulé. Moi, j'ai regardé comment ils sortaient. Ils sont sortis avec 2 jambes, 2 bras, une tête. J'ai trouvé ça fabuleux, quoi. Et puis, très heureux. Il faut quand même noter quand même que les détracteurs là, donc, de nager dans la Seine, ils nous ont quand même sacrément pollué. C'est un peu dommage aujourd'hui alors que tout le monde savait qu'on était capable de travailler l'eau d'une manière scientifique et des chercheurs avaient travaillé dessus, mais ils ont quand même sacrément pollué les médias avec cette histoire de Seine. Ça a été lamentable. C'est tous ces détracteurs des jeux qui en fait chaque fois qu'il y avait un sujet, ça polluait. Ça pour moi ça me dérange, quoi. Ça me dérange surtout qu'ils sont pas sportifs du tout, quoi. Et puis en fait quand on les écoute au niveau du triathlon haut, tout le monde te dit on a l'habitude de nager dans des eaux encore pires que ça malheureusement quand on va à l'étranger, et il n'y a pas autant de problèmes autour de ça. Donc, ce que dit Philippe Lucas l'a dit sur les médias, il a dit allez nager au Brésil, allez nager en Argentine, vous allez voir que c'est pas une piscine, quoi, hein, c'est clair, hein. Philippe Lucas, pour préciser pour nos auditeurs, Lucas c'est l'entraîneur de Manodou et l'entraîneur des nageuses en eau libre actuellement qui performent au niveau mondial, quoi. Merci d'avoir précisé. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil sur cette natation eau libre. On va passer désormais au pentathlon moderne avec, donc on a parlé de la médaille d'Élodie Clouvel qui a été vice-championne olympique, mais il y a aussi Jean-Baptiste Mourcia, Valentin Prades qui ont terminé 11e et 16e de cette discipline, ainsi que Marie Oteza qui a terminé 18e de la finale après une chute dans l'épreuve d'équitation. Alors là, bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu spectaculaire. Elle expliquait un peu ce qui lui est arrivé, parce que vous savez que dans cette épreuve-là, il y a 5 épreuves. Si vous maîtrisez pas trop cette discipline, il y a de l'équitation, il y a du tir, il y a de la course à pied, il y a de l'équitation, de l'escrime. Et en fait, ce cheval, on leur donne au dernier moment. Donc en fait, il faut rapidement être capable de maîtriser ce cheval-là. Et elle-même a l'honnêteté de dire que c'est elle qui a fait l'erreur. Elle a mal orienté son cheval, donc tourné un peu trop brusquement, ce qui fait que le cheval a eu peur. Et elle passe par-dessus son cheval. La chute est assez spectaculaire. Et dans cette discipline-là, c'est tout de suite éliminatoire, quoi. C'est-à-dire que pour la médaille, c'était mort. Mais surtout que c'était une fille qui avait aussi une chance d'arriver dans les premières. On avait avec Élodie Clouvel, qui elle est vice-championne olympique.
Sauf erreur de ma part, le format va changer aux prochains Jeux Olympiques. L'équitation devrait sortir et être remplacée par autre chose, mais tout à fait. J'ai pas le détail, mais je pense que Il me semble que c'est du c'est saut d'obstacle ou quelque chose du style. En fait, on supprime les chevaux parce qu'il y a toute une polémique autour des chevaux. Avec le tirage au sort et pour éviter les soucis en équitation, il me semble qu'ils voulaient... Et puis c'est surtout pour protéger les animaux. C'est aussi une démarche qui a été faite dans ce sens. Donc à suivre, on va voir comment ça s'orientera dans cette discipline-là. Rien d'autre sur ce point-là. Du pentathlon plongeon. Alors là, c'est très spectaculaire. On n'a malheureusement pas fait de médaille non plus. Mais bon, je voulais quand même qu'on s'arrête un peu parce qu'on parlait de beauté, on parlait de maîtrise. Quand on voit ces gens qui sautent de hauteur, alors il y a le haut vol, ce qu'on appelle le haut vol synchronisé, où ils sont à deux. Il faut arriver à faire des performances à deux et tomber pile poil et faire ce qu'ils appellent un trou dans l'eau pour pas que ça éclabousse. Je sais pas si vous avez suivi quelque chose. Bon, on a fini 8e de finale, 16e, enfin malheureusement rien. On aurait pu faire des choses, mais on a manqué encore un petit quelque chose là. Vous avez regardé un peu ? Alors j'ai pas regardé, j'ai regardé les résultats. Je remarque encore que la Chine a trusté toutes les premières places à l'image du tennis de table. C'est un sport à jury encore. Enfin, c'est des sports où il faut être dans de la perfection, ou sinon la moindre petite erreur va être payée cash. Et on voit qu'à ce jeu-là, les Chinois sont encore loin devant. On a quand même parlé du plongeon avec la représentation du Français qui présentait la piscine à M. Macron, au président Macron. Jules Bouillet. On en a beaucoup parlé, c'est au moins la discipline, on en a parlé. Oui, c'est vrai que c'est le petit clin d'œil, mais bon, voilà, derrière ça, il y a énormément de travail aussi quand on les voit faire ce qu'ils font, les saltos, franchement, c'est impressionnant. Garçons et filles d'ailleurs. Hein. Voilà pour le plongeon. Oui, après il y a le skateboard où Louise Aïnata Boulet et Émilie Alexandre se sont arrêtées en qualification dans l'épreuve de skate, et l'aventure olympique de Vincent Materon, 12e des qualifications, s'est arrêtée avant la finale du parc. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire sur cette discipline qui a fait son apparition là, lors de ces Jeux à Paris ? Oui, elle a été bienvenue et spectaculaire. On connaît le skate, c'est populaire, on en voit dans la rue, et on n'a pas été très surpris de voir des skates. Mais c'est vrai, et on le voit pour les bike cross aussi, mais quel spectacle, ce sont des artistes, c'est du cirque, c'est du haut vol, c'est du grand sport. C'est très très beau à voir. Et après, au niveau des références françaises, moi je connais pas trop si on est devant, pas devant, je connais mal le circuit, c'est encore un sport peut-être qui souffre d'exposition, mais c'est très très visuel, très télévisuel, et j'espère que... Celle qui est championne olympique, elle a 14 ans. Après on en a une jeune aussi, en France, qui est toute jeune, Louise. Et donc ça veut dire que c'est un sport jeune, et donc on va avoir encore du beau spectacle dans l'avenir avec leur skate. Ouais, si je me trompe pas, la plus jeune de la compétition en skateboard avait 11 ans. Hein. Ah ouais, 11 ou 12 ans, ouais. J'ai vu, ouais. Elle se structure aussi un petit peu parce qu'on voit des skateparks un peu partout. D'ailleurs, le skatepark était sublime. Hein. Ils ont évolué encore une fois sur la place de la Concorde. C'était vraiment super sympa. Je pense que pour les jeunes, ça va peut-être leur donner le petit coup de pouce pour s'entraîner et se structurer pour faire quelque chose de mieux dans l'avenir. Du skateboard, on revient sur le taekwondo quelques instants parce qu'il n'y avait pas uniquement cette médaille d'or. Il y a eu aussi d'autres Françaises qui sont un peu passées à côté de ce championnat. Le taekwondo a du mal au niveau mondial à se placer depuis des années. Là, on a eu 2 médailles cette année, mais généralement on part baudrouille, quoi. Il y a pas, depuis Pascal Gentil, il y a pas quelqu'un qui domine vraiment la discipline, et on n'arrive pas à sortir un champion qui perdure dans le temps, quoi. Oui, c'est ça. Alors les deux autres, moi j'ai regardé. J'ai une petite question, toi qui as fait. J'étais surpris parce que je me demandais comment ça marche réellement, parce qu'on a l'impression des fois qu'ils se touchent, mais c'est compliqué à comprendre parfois. En fait, c'est la touche. Donc, il faut qu'ils touchent un plastron, il faut qu'ils touchent le casque. Et à chaque fois qu'ils touchent et le plastron est touché, il y a des capteurs à l'intérieur, et ces capteurs-là enregistrent un point. Si c'est visage, 3 points, et donc à eux de se placer en fonction de l'adversaire et des coups de pied qu'ils connaissent. Mais bon, c'est vraiment de l'épée. En fait, c'est de l'escrime. Mais c'est que l'épée, que les pieds. C'est que les pieds. Ah voilà, je me demandais pourquoi ils ne servaient pas de leurs mains. Donc tu me confirmes. Moi,
quand je boxais, on avait des coups de poing qui étaient touchés au plastron, qui pouvaient marquer. D'ailleurs, moi j'avais pris un coup de poing d'un Tahitien à Coubertin la première fois. Il m'avait explosé le thorax, il était rentré derrière tellement il était rentré plein fort. Mais aujourd'hui, il ne travaille qu'avec les jambes. Et ils sont très très souples, très laxes au niveau des jambes pour les visages. Alors tu parlais de toucher au visage. On a vu une des séances où il y a un petit carton qui est levé. Oui. Là, ça n'a pas sonné. Et alors pourquoi du coup on fait appel à cette solution-là? Je voudrais comprendre pour les auditeurs aussi. Ils sont allés chercher la vidéo et c'est la vidéo qui a donné la touche, puisqu'ils ont demandé à la vidéo. Donc ils ont rendu le carton parce qu'il y avait une demande de l'entraîneur devant la vidéo. Elle l'a rendu et après elle a marqué le point. Mais alors donc la règle qui est de dire il faut que ça sonne. Si ça sonne pas, on peut quand même demander une vérification. Ah oui, on peut, comme dans tous les sports. Aujourd'hui, on demande la vidéo. D'accord. La vidéo, elle y est sur toutes les compètes au moins aux Jeux Olympiques, non. Oui. Je pense pas dans les compétitions nationales qu'il y a la vidéo. Ouais. Parce que oui, là, il y a eu énormément de vidéos sur l'ensemble des sports, mais je savais pas. Oui, mais moi non plus. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il y avait la vidéo au taekwondo. D'habitude, je pensais que le plastron suffisait, les touches au plastron suffisaient parce qu'il y a des compteurs, il y avait des capteurs. Mais là, il y avait en plus la vidéo. Je l'ai découvert cette année. Je savais pas que c'était autorisé au niveau mondial. Alors après, on va passer au tennis de table où on a parlé des médailles de bronze de Félix Lebrun dans la catégorie simple homme, et par équipe homme, Félix Lebrun, Alexis Lebrun, Simon Gauzy qui ont gagné la 3e place face aux Japonais. Mais alors sinon, chez les simples femmes, double mixte et par équipe femme, tout le monde a terminé en 8e de finale. Est-ce que vous avez peut-être suivi ces compétitions de tennis de table? Oui, j'ai regardé, pas l'ensemble, mais par bribes, puisque c'est quand même difficile de tout compiler après. C'était séquencé, fallait switcher toute la journée. Oui. L'après-midi de 14 à 16 entre deux siestes, on y arrive un peu. Mais après, c'est difficile de se remettre dans le contexte. Et le tennis de table, on a regardé, outre nos amis masculins qui effectivement rayonnent et ont beaucoup d'avenir. Chez les dames, ça a été un peu plus difficile. On a encore vu les nations qui sont devant nous. Au-dessus. Alors, est-ce que c'est mental? On souffre, on est un peu hors de la table. Ils nous tiennent loin de la table. Mais je connais pas trop ce sport, mais tellement spectaculaire et tellement il faut de la dextérité, quelle vitesse, c'est incroyable. C'est des sports qui sont maîtrisés en grande partie par l'Asie et notamment la Chine. Le niveau chinois chez les garçons est très élevé et l'écart chez les filles est encore plus impressionnant encore que chez les garçons. Et ils sont vraiment au-dessus du lot à ce jeu-là et il suffit qu'on les prenne en 8e ou en quart et c'est fini quoi. C'est un tournoi donc. Voilà, ils ont un réservoir aussi humain qu'il faut aussi reconnaître. On va passer maintenant à la voile. On va conclure la voile. On a la voile et l'athlétisme à faire. La voile où effectivement on attendait un petit peu plus de médailles comme ça. Il y a eu des ratés. Nicolas Goyard en planche qui est fini 15e. Erwan Fischer et Clément Pékin en 49er qui finissent 12e alors qu'on les attendait bien au-delà. Camille Lecointe et Jérémy Mion en 4-7, 4-70 qui finissent 6e. Là aussi, ils ont raté un certain nombre de régates. Jean-Baptiste Bernaz en Hill 4-7 qui finit 12e. Voilà, donc pas de véritable podium, aucun titre. Et on a été chercher quelques victoires grâce à notre kite fall. Mais on reste un peu sur notre fin quand même. Et puis, il y a cette belle histoire avec qu'on a parlé la semaine dernière de ces deux jeunes femmes, deux mamans qui ont été chercher. Il y a une belle histoire, je l'ai déjà raconté la semaine dernière, mais de ces deux mamans qui ont été chercher le titre et qui, à l'issue de ça, ont été demandées en mariage par leurs compagnons. Voilà, c'était une petite histoire romantique, mais qui était assez sympathique à raconter. Enfin, la voile en France, à Marseille, il y a encore du travail à faire pour la suite. Ça veut dire, Laurent, que les réseaux sociaux, Tinder et tout, c'est foutu, quoi. Il faut faire du e-foil. Tu as tout compris. On démarre demain, hein, Didier. Et là. Voilà. Mais Estanguet, il me semble qu'il a dit à la cérémonie de clôture que c'était là où il y avait eu le plus de demandes en mariage. C'est ça, oui. Donc en fait, il faut aller au JO. Voilà, en fait les femmes nous mènent en bateau. C'est ça. Alors, dernier sport individuel de ces gens, on va parler de l'athlétisme. Le bilan de l'athlétisme, on ressort avec une seule médaille, celle d'argent de Samba Mayela sur le 100 mètres haies. Et sinon, l'athlétisme a vécu des Jeux Olympiques de Paris-Maussade. Les Bleus ont connu 3 4e places et 2 5e places, si je ne me trompe pas. Alors là, on va demander aux spécialistes juristes de nous éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'athlétisme ?
Oui, Bélan Mossad, une médaille. Déjà, on a beaucoup d'absents. Un Occitan, Kevin Meyer, qui se blesse 2 semaines avant les Jeux Olympiques, qui était quand même une grosse chance de médaille. À côté de ça, on a une équipe qui est quand même relativement jeune, qui n'a pas forcément aussi beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On a eu des JO les plus relevés de l'histoire, avec une diversité de pays qui ne cesse d'augmenter, à l'image du javelot masculin, où les Européens dominent, et cette année 0 Européen sur le podium. Comme je le disais, une densité, on l'a vu sur la finale de Sirena. La 6e de cette course fait podium sur la majorité des derniers JO. Donc c'est pour donner un peu le niveau. Après, beaucoup d'absents, comme je l'ai dit, des blessés, Kevin, Quentin Bigot, Marteau et d'autres encore. La plupart des athlètes sont malheureusement à leur niveau et ont fait le maximum. On a quand même, pour illustrer la densité de ces Jeux Olympiques, on a Alice Finot qui fait 4e avec un record d'Europe. Clément Ducos sur le 400 haies qui fait une 4e place dans une course qui est juste, c'est des mutants à côté. Hein. Il y a une vitesse sur ce 400 mètres haies, une densité de performance qui est énorme. Il y a des révélations qui sont sorties au championnat d'Europe de Rome il y a 2 mois. Enchaîner 2 grands championnats, surtout quand c'est une saison dans laquelle on se révèle. Je pense que notamment sur les épreuves combinées avec la combinarde et notre décathlonien qui passe un peu à côté, mais c'est dur de leur en vouloir quand on sait que 2 mois avant ils faisaient déjà une compétition de niveau international. À la placing table, on est mieux qu'à Tokyo, donc ça veut dire que il y a eu du travail de fait et que l'avenir est devant cette équipe. Maintenant, il va falloir aller les concrétiser et qu'il va falloir faire un peu le parcours de Sirena, qui est podiumé à l'international avant d'être podiumé aux Jeux Olympiques. À l'exemple de Gabriel Tual qui a une finale difficile, mais qui a un peu le parcours du type d'athlète qui potentiellement pourra avoir des médailles par la suite. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs On peut parler aussi du relais 4x100 des femmes qui finit 4e quand même, ce qui est aussi une bonne performance, avec je crois que ça s'approche du record de France. Oui, qui s'approche et même qui le... Non, c'est le 4x400 femmes qui le bat, mais les filles du 4x100 qui s'en rapprochent aussi. C'est l'image que je donnais tout à l'heure, ça reste des jeunes athlètes, même si dans l'âge elles sont pas si jeunes que ça, mais qui ont des expériences encore assez jeunes et qui ont besoin de ces finales-là. Je pense que c'est plus une équipe qui est hors timing, pas mauvaise, mais hors timing, et du coup qui a eu du mal à aller passer le cut, d'aller chercher ces médailles qui nous manquent. Mais comme je le disais, la placing table montre qu'on est présent sur les finales, mais qu'il manque ce petit truc en plus et cette expérience pour aller chercher ces médailles. Merci. Donc sur l'athlétisme, il va falloir bosser pour aller à Los Angeles, je pense. Oui, chacun va devoir tirer les conséquences les conclusions et prendre ses responsabilités, mais je pense qu'il y a moyen, on a une équipe qui a les moyens d'aller chercher des médailles par la suite. On va conclure sur cette partie individuelle parce qu'il y a encore tous les sports collectifs à faire et le temps tourne, et je sais que vous êtes tous bavards et tous envie de nous dire plein de choses, donc on va enchaîner sur la suite avec le rugby à 7. Alors quelques mots puisqu'on en a déjà largement parlé, monsieur le spécialiste du rugby, juste je rappelle, pas pour faire mal mais pour le dire, notre équipe de France qui termine simplement 5e du tournoi olympique alors qu'on les attendait un petit peu plus loin, et puis que dire le reste, on a la médaille d'or, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bravo, allez les Bleus. Oui, on attendait les dames effectivement, et c'était peut-être là leur difficulté. Elles échouent effectivement, il n'y a pas de commentaires, hein. Au rugby en plus on ne fait pas de commentaires, hein. On rentre au vestiaire et on n'accuse personne, c'est le propre de l'activité. Elles méritent mieux sur le plan mondial, elles sont là, et le 7 féminin va se hisser très rapidement avec les moyens donnés au 7 masculin. Bon, le 7 masculin, je ne vais pas y revenir. On a notre Toto que l'on connaît maintenant partout dans le monde, qui a été le Monsieur Plus. Quand il rentre dans un vestiaire... Antoine Dupont. C'est Antoine Dupont, donc c'est un marchand, c'est un rineur. Quand vous l'avez dans le vestiaire, il ne parle pas, ils n'ont pas besoin de parler, mais ça fait gagner. Donc, mais on a beaucoup
beaucoup progressé sur le 7 et le 7 ça a été un succès total, spectaculaire, y compris les gens du rugby qui sont un petit peu dubitatifs. Le 7 est vraiment un sport qui se projette et une activité moderne qui fait partie de la nouvelle ère des Jeux Olympiques et qui ira de plus en plus sur les tournois mondiaux. Ce qui est bien pour le 7 aussi, il faut le dire, le 15 on est confidentiel. On a des 10 nations dans le monde et ça va être très, 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 très dur de développer. C'est une culture. Mais le 7, il y a le Kenya, il y a le Portugal, ça s'ouvre et tant mieux. Et c'est le bonheur de regarder cette activité. Et on est champion olympique et on s'est régalé. Il y a aussi le hockey sur gazon où chez les femmes, l'équipe de France a perdu ses 5 matchs de qualification et a quitté le tournoi sans victoire. Et chez les hommes, en 6 matchs, l'équipe de France n'a récolté qu'un seul point, celui du nul face à l'Espagne. Un nouvel échec en forme de symbole d'un retour au JO complètement raté, 52 ans après la dernière participation tricolore aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Un commentaire sur le hockey sur gazon? Disons que vous arrivez, vous avez 40 spectateurs quand vous faites les compétitions le dimanche, et là vous vous retrouvez avec 10 000 spectateurs devant vous. C'est à la fois, ça peut être très enrichissant et très ressource, comme ça peut être complètement, vous pouvez perdre complètement vos moyens. Et il y a des sports où derrière ils ont pas de spectateurs, quoi. Il y a jamais de spectateurs. Et là vous vous retrouvez avec des gens partout qui clament la France, le joueur. Ben, comment vous gérez ça, surtout dans les sports d'équipe où il n'y a pas de préparateur mental. Donc déjà, le sport d'équipe n'utilise pas de préparateur mental, au moins en France. Les All Blacks ont un préparateur mental, mais nous, les Français, c'est pas encore rentré dans la culture. Ouais. Voilà. Oui, à l'image du 15, je pense que nous, on a la culture du rugby à 15, mais on n'a pas la culture du hockey sur gazon, donc c'est difficile de se projeter à l'intérieur, et je pense que c'est un sport qui souffre du manque de culture en France. Je dirais, pour avoir discuté avec la vice-présidente de la Fédération française de hockey sur gazon, ils sont au début d'un vrai projet, puisque maintenant ils ont un équipement. Vous avez vu que c'était au stade Yves de Manoir, ils vont garder cet équipement-là. Il y a un manque crucial aussi de terrain, faut l'avouer, parce qu'il y a aussi, pour jouer au hockey, il faut quand même certaines installations, et ils se butent ici en région, en Occitanie, il n'y a pas énormément de terrain, donc qui dit pas beaucoup de terrain, manque si tu veux, de joueurs. Voilà, ça explique aussi le pourquoi, sans forcément chercher d'excuses, mais il y a quand même aussi, comme tu parles, d'une culture, et puis d'avoir les moyens de pouvoir développer la discipline. On le voit avec le rugby à 7, là je vais reprendre le rugby à 7, il n'y a pas vraiment de tournoi ou de compétition officielle organisée par la Fédération française. Il y a des événements et les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7, ils sont rattachés à la Fédération française. Donc ils sont salariés par la Fédération française de rugby. Voilà, Antoine Dupont, il est arrivé, c'était le Graal par rapport, je dirais, au rugby, et il a utilisé ses médias et surtout ses qualités physiques, quoi. Donc il a propulsé, comme disait, propulser le rugby à 7 à sa place, quoi. Je pense que pour le hockey, il va falloir utiliser ces Jeux Olympiques comme tremplin et utiliser cette médiatisation pour lancer cette culture en France. Alors un petit peu le sport qui vient s'apparenter un peu à ce qui se passe au hockey sur gazon, c'est le water polo, où l'équipe de France, pareil, n'a pas réussi à passer les phases finales pour les garçons, pour les femmes, et pour les hommes pareil, alors qu'on espérait un petit peu quand même passer un petit cap. C'est dur, c'est un sport difficile, le water polo. On essaye aussi de sortir la tête de l'eau, si je peux faire ce mauvais jeu de mots, mais ça a été difficile pour nos équipes. C'est quand même la première fois qu'une équipe de France participe aux Jeux Olympiques et se qualifie pour les Jeux Olympiques. Pour les femmes, oui. Pour les femmes, c'était la première fois. Donc je veux dire, quelque part, c'est un pas avancé. Encore une fois, on est, ce qu'on disait à l'instant, on n'a pas les structures et on n'a pas les organisations mises en place pour attaquer ce niveau international. Parce qu'il y a certains pays, le water polo, ça bouge. Ça fait partie de la culture. Donc, faut pas tout mélanger, quoi. Nous, on a une culture rugby, une culture foot, mais on n'a pas ces cultures water polo, hockey sur gazon et skate. Donc, il faut réapprendre tout ça. Mais il faut s'en servir des Jeux Olympiques en mettant un tremplin, bien sûr, ce qu'on disait à l'instant. Après, il y a le basket, où que ce soit chez les filles et les garçons, les Bleus décrochent la médaille d'argent face aux États-Unis. Bon, là, un commentaire, on a commencé à en parler tout à l'heure avec les deux médailles d'argent, mais c'est plutôt bien réussi pour nos équipes de France. C'est un sport qui est extrêmement bien structuré en France. On voit que d'année en année,
on perd pas en densité sur ces équipes de France. De la formation des athlètes, des coachs, des dirigeants, tout est mis en place pour avoir des tremplins vers cette équipe de France. Et force est de constater qu'ils sont assez bons là-dedans pour amener des équipes chaque année dans des tournois majeurs et aller chercher les meilleures places. Voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter d'autre. Vas-y, Le complexe peut-être qu'on a pu faire depuis toujours, le complexe américain, qui c'est qui règne sur la planète actuellement et toujours encore, c'est les States économiquement, c'est des stades pleins. Mais on se rend compte qu'effectivement, et tu viens de le dire Joris, on a beaucoup progressé, ça bosse, les fédérations travaillent bien, les clubs bossent bien, et on voit que nos meilleurs sportifs, à l'image de, je vais esquinter son nom, Benjamin Yama, ça y est, c'est fait, mais il ne m'en voudra pas. Et donc, on rentre et ils nous accueillent, ils nous reçoivent et ils veulent attirer les joueurs français. Donc tout ça tire vers le haut et c'est magnifique. Appelle-le Victor, c'est plus facile. Oui, Victor, je te prie de m'excuser. Il est grand, 2m24, je ne vais pas pouvoir le toucher au visage, Didier. Alors, du basket, enfin, tout de suite, on saute le ballon. Je récupère le ballon. Basket 3-3 dans la foulée, parce qu'on vient de dire qu'on a 2 médailles d'argent en basket 5-5. En basket 3-3, on a aussi une médaille d'argent, ce qui n'était pas attendu forcément. Par contre, chez les femmes, on s'attendait un petit peu mieux. Elles se classent 7e. Elles loupent la place au-dessus. On les attendait plus haut, puisqu'elles avaient déjà eu des résultats à haut niveau. Voilà, donc un petit raté chez les femmes en basket 3-3. À l'image du 7, c'est très intense et la moindre erreur se paye cash et malheureusement elles passent un petit peu à côté de leur tournoi. Les garçons disaient que dans une interview qu'en 5-5 ils pouvaient avoir des fois des moments un peu d'égarement ou d'être un peu spectateur de leur performance. Là on voit que le 3-3 en 10 minutes, c'est trop rapide, 21 points, ça va super vite. Et malheureusement, je pense qu'elles ont peut-être pas pris le premier ou les quelques matchs qu'elles avaient par le bon bout. Elles le payent cash et c'est dommage parce que je pense qu'elles l'avaient extrêmement bien préparé. Je sais qu'il y avait certaines joueuses qui s'étaient exclusivement dédiées au 3-3 et de voir que ça passe pas, je pense que ça a dû être compliqué. Mais j'espère qu'elles reviendront plus fortes. Pour les States aussi, on parle de stratégie. Je pense que le match que j'ai vu, à un moment, elle cherchait à mettre des paniers à 3 points, alors qu'il fallait peut-être qu'elle s'assure à mettre un panier de 1 point ou 2 points. Et donc, bon, voilà. Après, c'est la loi du sport aussi. Et, on a quand même une très belle équipe de France filles en basket 3-3. Et en sport co, il y a aussi le handball. Les femmes ont terminé avec la médaille d'argent. En revanche, chez les hommes, l'équipe de France est éliminée en quart de finale de peu. Mais ça représente un peu leur phase de poule où ils ont commencé ce tournoi avec que des défaites, malheureusement, alors qu'ils étaient champions de titre. À toi la parole. C'est sympa. Mais on a eu, ça reste du sport. Je pense qu'à un moment on est champion olympique, on est champion d'Europe, on est champion du monde. Voilà, je pense que ils se sont préparés. Quoi. On peut pas. Alors, je sais pas, c'est pas mon métier, mais pour moi ça reste une compétition. Ça reste, il y a des loupés, mais voilà, il y a peut-être alors, tout le monde parle sur les réseaux des mauvais choix, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, ça joue à un ballon, quand on est un bon Français, on cherche des excuses. Je pense que le sport, la défaite fait partie de la performance. Complètement. Donc si vous perdez pas, vous pourrez pas gagner. Donc c'est pas la peine d'essayer de tout le temps vouloir gagner. Il faut accepter la défaite et il faut travailler pour accéder, je dirais, à la performance. Et c'est ce que j'explique moi à tous les gens que j'accompagne dans le sport de haut niveau. Si tu te trompes pas, tu ne pourras pas progresser parce que tu penses que tu as la réponse et tu n'as jamais la réponse parce qu'à chaque fois, c'est le livre, il se rouvre à chaque fois. Alors, est-ce que sur l'ensemble des disciplines, sans parler du handball, mais en parlant de où on met sur là, c'est une déception parce qu'il n'y a pas eu de médaille et tout. Moi, la question que je me pose, déjà, on est tous d'accord autour de la table, c'est un match. C'est un match où, peu importe, c'est sur un temps, devant je ne sais combien de public. On est des humains. Il y a des fois où on est performant dans nos métiers, des fois, le lendemain, on ne l'est pas. On a tous été managers et moi, je suis manager des équipes de jeunes. Voilà, quoi, je me qualifie sur un penalty. Voilà, je pense qu'on reste des humains et dans toutes les, que ça soit au handball ou ailleurs, ou basket, on en parlait en 3-3 ou en athlé, on est des humains avant tout et on a le droit de se tromper, on a le droit de pas être performant le jour J ou à la minute qu'il faut ou à la seconde. Voilà, là c'est une erreur, mais c'est une erreur collective, c'est pas une erreur une personne. Il faut arrêter avec ça.
Moi, je leur laisse la place pour avoir un enfant qui est sportif de haut niveau. Je félicite, mais l'ensemble des athlètes qui n'ont pas réussi, ou qui sont 4e, ou qui sont 10e, ou qui ont chuté. Moi, vraiment, c'est peut-être à eux que je pense avant tout, parce que ils ont donné pour être là, ils ont fait des sacrifices, et donc et le sport, voilà. Christelle, tu as raison, et le cœur parle. Tu es en plus dans ton activité, et on sait ce que c'est tous, et tu l'as dit, sportif de haut niveau, c'est très compliqué. Les parents ne s'imaginent pas ce que vivent une famille quand on est sportif. Mais malgré tout, et ce que l'on a pu constater, et on en a pu en discuter avec les amis sportifs, on a été tellement gâtés depuis 20 ans par les équipes de hand. Et peut-être avons-nous constaté, et je l'ai ressenti, je le disais à des amis, il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de regret. Mais les barjots, les fous, cette insouciance, est-ce que le hand se carabatisse? Alors il y a les vieux qui s'en vont, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit phénomène de starisation qui fait que le hand est un petit peu attaqué parce qu'on n'a pas trouvé l'unité, on n'a pas trouvé le plaisir, me semble-t-il. Ça a peut-être manqué aussi dans cette folie, parce qu'on a passé 20 ans de folie avec tous ces de Richardson en passant un truc, ils nous ont remportés et ils s'emportaient eux-mêmes. Donc, effectivement, il y a beaucoup de questions, mais le travail est là, le respect est là. Oui, mais je pense qu'à un moment, il faut savoir se mettre. Ça va être, et c'est ce que tu disais, c'est qu'à un moment, on a perdu, on va se. La fédération, les gens ils vont se poser des questions, il faut trouver le pourquoi, trouver le remède. Des fois, on va peut-être pas le trouver parce que c'est comme ça. Il y a des jeunes qui arrivent, on a des jeunes très performants. Bon, il y a notre mine qui est quand même occitan, et moi j'ai eu la chance d'avoir en sélection, et ils vont se battre, et ils vont revenir, mais voilà, on a loupé une compétition, mais rien de grave. Par contre, eux n'ont pas loupé leur compétition, et je parle du volleyball pour faire l'enchaînement. Et notre équipe de France, elle est double champion olympique, et il faut le saluer parce que le volleyball, c'est fabuleux ce qu'ils nous ont fait. Et puis un petit clin d'œil quand même, c'était, je crois, leur première qualification pour les femmes en volley, qui elles n'ont pas passé le cut ou le quart de finale, comme on dit. Donc elles sont venues pour apprendre. Je crois qu'elles en ont pris plein les yeux. C'était aussi une occasion pour elles de découvrir ce que c'était que le haut niveau dans les Jeux Olympiques. Effectivement, je voulais souligner quand même ces champions de France, double champions olympiques. Ils ont réussi à faire le doublé, ce qui est quand même assez rare en termes de Jeux Olympiques et de sport par équipe. Ils nous ont fait rêver. Moi, les volleyeurs, ils m'ont fait rêver. C'était chaque point était attaqué. C'était vraiment quelque chose de. J'ai pris un pied à regarder le volley, à regarder cette finale. C'est un 3-0. C'est un 3-0. C'est un 3-0, c'est ça. C'est un 3-0. Et pas contre la Pologne. Donc, en fait, ils font ce qu'était le handball par le passé. Ils ont pris la place. Et encore une fois, il y a une génération. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, les enfants, les générations partent. Il faut laisser le temps à cette jeune génération. Et généralement, c'est 3 ans. C'est 3 ans pour structurer une équipe avec une génération qui vit ensemble. Et moi, je le vois parce que je m'occupe de golfeurs et des équipes de golfeurs. Je sais que l'équipe de Villers-Toulouse, dans 3 ans, ils seront prêts parce que les gamins, ils ont l'habitude de vivre ensemble, de partager, d'échouer, mais de gagner ensemble. Donc ça fait la performance d'un groupe, pour moi. Et les filles, c'est pareil, il faut leur laisser le temps, à un moment donné, de travailler ensemble, de perdre, de gagner. Et là, vous structurez quelque chose. Alors après, il ne faut pas que ça bouge beaucoup, parce que c'est ce qu'on appelle moi je l'appelle les ressources vibratoires d'un système, parce que les gens, ils se serrent les coudes. Ce qu'on voit actuellement, le Stade Toulousain, ils sont au-dessus pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils seront au-dessus parce que humainement, ils sont puissants. Alors du volley normal, on passe sur la plage, et là j'ai dans le beach volley, on a à l'antenne Christophe Victoire, qui est le manager du beach volley, qui a gentiment répondu donc sur beach volley. Donc on va le laisser nous expliquer ça mieux que nous, puisqu'il était présent sur le terrain avec eux. Christophe Victor, bonjour, tu es manager des équipes de France de beach volley, donc dans un cadre fabuleux, tu as pu évoluer sur Paris, on a pris plein les yeux. La première question qui me vient à l'esprit avant toute autre chose, c'est comment toi tu as vécu ces fameux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Oui, d'abord bonjour.
Ces Jeux de Paris 2024, on pourrait dire un mot, c'est extraordinaire, hein, du début à la fin, soit dès notre arrivée au village, où on a été magnifiquement reçus, la préparation là-bas, la découverte du site, qui était un des endroits exceptionnels aussi de tous les sites, hein, mais c'était un parmi tant d'autres, mais vraiment exceptionnel avec la Tour Eiffel en face de soi. Donc c'est vrai qu'on a découvert ça les yeux émerveillés, notamment le premier jour avec le terrain de chauffe, qui était vraiment au pied de la Tour Eiffel. C'est-à-dire que les athlètes arrivaient, ils venaient faire une passe, et puis face à eux, il y avait la Tour Eiffel. Voilà, c'était grandiose, indescriptible, et c'était vraiment exceptionnel de pouvoir participer à ces Jeux Olympiques. Alors justement, un cadre exceptionnel, des images qui en ont encore plein les yeux, avoir la plage en plein centre de Paris, au pied de cette Tour Eiffel, j'ai envie de dire, il y avait tout pour réussir. Qu'est-ce qui a manqué un peu à nos équipes? Toi qui étais ce manager des équipes de France, garçon-fille, qui a vu tout ça, on voit que le grand frère, lui, le volley, a été chercher une superbe médaille olympique. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui a manqué à ces équipes de beach volley? Déjà, il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. C'est vrai que le gros objectif, c'était d'arriver à qualifier 2 équipes à ces Jeux Olympiques, puisqu'on avait 2 équipes qui étaient via le host country déjà qualifiées. Donc, c'était vraiment le gros objectif de la fédération. Notre gros objectif sur ces 2 dernières années de qualification, c'est de qualifier une équipe fille et une équipe garçon. Et c'est chose qui a été faite par les Anna Placette et Alexia Richard via le ranking olympique, ce qui a permis du coup d'avoir un deuxième spot, et c'est ce qui a été fait aussi via la Beach Fashion Cup par Arnaud Gauthiera et Théo Rotard. Donc par rapport à ça, le contrat a été rempli. Après, ça a été la découverte des Jeux par rapport à nos 8 athlètes, et on a bien vu dès le départ que ça a été difficile sur les premiers matchs. Ils ont été vraiment pris par la foule, par le public, par l'engouement, par le site. Voilà, et c'est vrai que ça n'a pas été très simple de se libérer. Chose qu'ils ont réussi à faire après. Maintenant, on reste, sur une victoire sur 12 matchs. On aurait pu aller chercher 2 ou 3 matchs supplémentaires. Maintenant, c'était vraiment cette participation de 4 équipes de France, c'est historique, parce que ça fait 20 et 24 ans pour les filles et les garçons. Et ils ont découvert que c'était vraiment ces Jeux Olympiques, et ça prépare pour la performance en 2028 à Los Angeles. Alors pour toi, effectivement, c'est un point de départ. Je rappelle bien, quand tu parles d'équipe, il y avait 2 paires à chaque fois, 2 fois 2 filles, 2 fois 2 garçons, au niveau de ces équipes. Le petit engouement, l'envie d'aller justement là sur les plages, on va dire, de Los Angeles 2028. Qu'est-ce qui va se faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer pour ces équipes de France? Là, déjà, les équipes de France, pour la plupart, ils sont au championnat d'Europe, puisqu'ils rattaquent cette semaine. Et après, ce sera un temps de vacances pour tout le monde, le staff, les athlètes. Et puis début septembre, on va commencer à faire un petit debriefing pour voir ce qu'il en est, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, revoir les pairs, voir qui va continuer avec qui, et pareil au niveau du staff, hein, c'est après un cycle olympique. Voilà, donc l'objectif, ça va être de qualifier ces équipes à Los Angeles, qu'on n'aura pas d'équipe qualifiée automatiquement. Ça va être se lancer là-dessus avec sur le court terme les championnats du monde qui ont lieu à Adélaïde en 2025, et puis après se lancer dans la qualification à LA, où tout le monde aura une énorme envie après avoir vécu ces Jeux Olympiques à Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces jeunes qui ont regardé avec des grands yeux ces épreuves de beach volley pour les attirer dans cette discipline, parce qu'elle est connue sans l'être, on va dire, elle est un peu dans l'ombre du grand frère, le volleyball. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut les attirer, leur dire venez faire du beach volley? Venez faire du beach volley déjà parce qu'on peut jouer dans des sites merveilleux. Il y a de plus en plus de clubs qui se créent dans les villes françaises, avec certains qui ont la chance aussi d'avoir des structures couvertes. Voilà, c'est un sport ludique, c'est un sport collectif, c'est un sport où on peut s'amuser dans le sable, où on se fait pas mal et qui amène à la compétition, mais que ce soit du volley ou du beach volley, voilà. Et nos grands frères, comme vous le dites, avec cette exceptionnelle médaille d'or olympique pour la 2e fois, voilà, c'est un engouement de toute la fédération de volleyball dont fait partie le beach volley. Écoute, on espère, en tout cas c'était superbe. Bravo quand même aux équipes qui ont participé à ça. Merci à toi d'être intervenu dans cette émission Si on parlait de sport. Ça nous fait très plaisir de pouvoir mettre un petit accent sur le beach volley, en espérant que ça boostera aussi tous les jeunes qui vous ont regardé. Encore une fois, bravo, merci Christophe pour ton témoignage, et puis bonne continuation avec ces équipes de France, et j'espère à bientôt. Eh bien, merci aussi à vous, et à très bientôt. En football, nous avons aussi en ligne notre président de la Ligue de Occitanie de football, Arnaud Dallapria, qui nous fait son petit commentaire aussi, qui lui a vécu l'équipe de France sur place, les garçons, les filles, il nous raconte lui comment il a vécu ça. Merci Arnaud de nous répondre à notre interview. Bonjour Arnaud.
Bruno Dalla-Pria, tu es président de la Ligue Occitanie de football. Merci de répondre à notre petite interview. Première question que j'ai envie de te poser, on vient de vivre un moment extraordinaire avec ces Jeux Olympiques. Comment toi tu l'as ressenti cet événement? Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Je l'ai ressenti comme je dirais tous les Français passionnés de sport. C'était un événement magique et je pense que maintenant que c'est fini, on voit bien que ça a été une vraie réussite, tant sur les lieux que sur l'organisation, que sur le tableau des médailles in fine, que sur la ferveur. On a vu des sites magnifiques au cœur de la capitale. Je pense que ça ne s'était jamais fait. La cérémonie d'ouverture, j'ai eu la chance d'y assister grâce à la région Occitanie, une vraie merveille. Donc voilà, je pense qu'on a une belle réussite, une belle aussi beau savoir-faire français qui a été montré au monde, et puis surtout derrière une vraie ferveur populaire. Maintenant, l'objectif, ça va être de capitaliser sur ces JO, et quel héritage on va être capable à la fois des pouvoirs publics et à la fois les fédérations sportives de laisser à nos générations futures et à nos pratiquants, pour justement permettre aujourd'hui aux Français ou à la France, qui n'est pas forcément à la base une nation ultra sportive, je dirais, de capitaliser là-dessus pour amener tous les Français ou le plus possible dans les activités sportives, parce qu'on sait très bien que c'est un bienfait énorme à la fois pour la santé et pour le moral. On voit le souhait du dirigeant. J'ai envie de parler encore à l'homme de la passion, parce que malgré tout, on a vu deux résultats concernant nos équipes de France de football. Un très beau résultat d'un côté, un peu de déception de l'autre. Comment toi tu l'as vécu aussi ces deux événements et ces deux tournois de football? Alors oui, moi je le vis de deux manières. À la fois on peut dire qu'on a des résultats, et à la fois on peut dire que les résultats sont pas non plus satisfaisants. C'est-à-dire que effectivement, concernant les garçons, on arrive en finale, donc tout le monde se réjouit, et c'est vrai que c'est une finale de plus. Sauf que depuis 2018, on arrive régulièrement en finale et on se fait battre à chaque fois par les Espagnols, que ce soit à l'Euro, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les féminines, chez les Olympiques cette fois-ci. Donc il y a aussi, il y a deux manières de voir. Il y a bien sûr le verre, on va dire à moitié plein, où on est encore en finale, donc ça c'est important. Mais il y a le verre à moitié vide, où on n'arrive plus à ramener des titres et on se fait pas toujours par la même équipe. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir sur nos modèles de fonctionnement, pour voir pourquoi aujourd'hui les Espagnols performent et sont premiers partout. Voilà. Ça c'est le premier sujet. Si tu regardes un petit peu les Espagnols, dans leur équipe, ils avaient quand même des joueurs issus des champions du monde, alors que nous, Thierry Henry, il n'a pas eu cette chance d'avoir des joueurs qu'il voulait au départ quand même. C'est vrai aussi. Alors après, il y a un débat, puisque le PSG a libéré le gardien mais n'a pas libéré les autres joueurs. Il y a un débat puisque les clubs espagnols ont libéré leurs joueurs espagnols mais n'ont pas libéré forcément les étrangers. Oui. Donc c'est vrai, voilà. Après aujourd'hui, on en est là. On a montré, je pense aussi grâce à Thierry Henry et à son staff. Il faut pas oublier, il avait un staff fourni, avec Gaël Clichy notamment, qui a été formé, qui est de Tournefeuille et qui a été formé à Castelmourou, avec Gérald Baticle ou Jérémy Janot. Donc un vrai staff qualitatif. Donc c'est aussi peut-être le début de quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir quand même, c'est que nos clubs régionaux, que ce soit le TFC ou le MHSC, avaient libéré des joueurs. Donc on a deux joueurs qui ont participé au JO, et ça c'est important. Voilà, pour nous c'est important. Après, concernant les filles, les discussions qu'on a pu avoir en off, c'est toujours les mêmes. On a beau changer le staff, on arrive toujours en quart et un blocage. Voilà, donc là a priori il y a autre chose que, j'allais dire, que la technique, puisque elle performe dans les meilleurs clubs européens, voire américains, et en sélection nationale, on n'arrive pas à franchir un palier malgré le changement de staff. Donc là aussi il y a un vrai sujet de réflexion pour voir comment on peut faire pour franchir ce palier au niveau de la sélection nationale féminine. Ouais, c'est un peu un problème mental, on va dire. On revient sur ces problèmes de préparation mentale côté de beaucoup de champions. C'est le cas, parce que si on déborde un peu du cadre, ce que tu viens de dire, on a perdu énormément de finales aussi sur ces Jeux Olympiques. Aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Après, il peut y avoir un problème effectivement de mental. Il peut y avoir un problème parce que je sais que d'autres sports l'ont eu, sur le fait que les sports collectifs sont limités en nombre de joueurs. Et donc aujourd'hui, pour nous le foot, une Coupe du Monde, un championnat d'Europe, c'est 23 joueurs. Les JO, c'était 18. Donc il a fallu faire des choix sur les joueurs ou les joueuses. Et peut-être que chez les filles, ça a impacté, comme ça a pu impacter sur d'autres sports collectifs d'hommes qui
où ça perturbait le groupe. Voilà, il peut y avoir plusieurs explications. Après, il faut continuer à travailler en espérant maintenant que ça capitalise. Voilà, le football féminin, on est plutôt bien. Il y a un fort développement du football féminin. Il y a la Ligue de football féminin professionnelle qui est en train de se créer et donc qui va permettre aussi de valoriser encore plus et de donner encore plus de moyens au football féminin en espérant que derrière, les résultats progressivement augmentent. Bon, rendez-vous à Los Angeles en 2028 alors, Arnaud. Avec grand plaisir. En tout cas, quand on a vu ce qui s'est passé effectivement cette année à Paris 2024, on ne peut qu'espérer qu'il y ait maintenant effectivement Los Angeles 2028 et puis surtout les Alpes françaises 2030 pour qu'on continue à surfer sur la ferveur sportive. Voilà, on a 6 ans, dans 6 ans, on a un nouveau des JO. Alors certes, c'est les JO d'hiver, mais tout aussi passionnant avec tous les sports d'hiver, avec le biathlon, avec le ski, enfin avec tous les sports qu'on connaît en hiver pour continuer à capitaliser sur la France, nation sportive. Eh bien écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à notre petit échange interview. Très heureux de te recevoir dans cette émission et si on parlait de sport. On te dit à très bientôt et bon début de saison puisque je sais que le football va reprendre et que automatiquement tu vas être un petit peu impacté dans l'organisation et je sais que c'est un gros boulot. Merci à toi Arnaud et à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Et merci donc pour vos témoignages et vos interventions dans cette émission et si on parlait de sport. C'est un vrai plaisir d'avoir échangé avec vous. Il y a plein de choses encore à dire bien sûr et on sent que derrière vous avez mis le frein à main mais on pourrait tourner encore des heures encore. C'est un beau moment qui restera dans l'histoire de France. Voilà, on a voulu vous offrir cette émission et en profiter pour que chacun puisse exprimer un petit peu aussi sur des plateaux régionaux de ce que nous on avait vécu, comment on l'avait vécu. C'est un moment d'histoire que vous pourrez garder pour vous et présenter à vos enfants ou vos petits-enfants dans quelques années. En tout cas, voilà, ce fut un bon moment. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre appel. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz Jeux Olympiques. Et si on parlait de sport, la prolongation. Alors, place au quiz. Vous êtes 2 dans chaque équipe. On va vous poser des questions. Il y aura 4 réponses. À vous de donner la bonne réponse. Première question pour tous les deux. C'est une question de volley. Combien de titres de champion olympique a remporté le volleyball masculin depuis le début des Jeux Olympiques? 1, 2, 3 ou 4? 2. C'est une bonne réponse. On va passer à une question de triathlon pour l'équipe numéro 2. Écoutez bien, l'équipe de France de triathlon s'est classée 4e du relais mixte après la chute de Pierre Lecor. Combien de minutes est-elle arrivée après les vainqueurs allemands? 15 minutes. 15 minutes 08, 9 minutes 08, 5 minutes 08 ou 1 minute 08. Combien de temps sont-elles arrivées après? 15 minutes. Oui, j'aurais dit pareil. Et non, 1 minute 08, c'est ça la performance, c'est qu'il y a eu la chute de l'accord et derrière l'équipe est remontée et dont notre championne olympique qui a fait ce qu'on appelle une remontada extraordinaire, elle est arrivée à 1 minute du podium, ce qui est 4e quoi, extraordinaire. Merci, ça fait plaisir. C'est le quart d'heure toulousain. Deuxième question pour la première équipe, il s'agit du surf. Le champion olympique Colly Vast a réalisé un tube sur sa première vague. À combien cette manœuvre a-t-elle été créditée par les juges? 10, 9,5, 9,3 ou 9? 9,3. Ah, pas loin. C'était 9,5. C'était pour voir si vous suiviez, hein. On est obligé de faire des questions. Ouais, on vous teste. À 0,2 points près, on va changer les juges, je pense. Je sens que l'équipe de Christelle, elle va nous déjuger. Question sur le basketball. Alors là, vous avez suivi, attention. En finale des JO 2024 contre les États-Unis, chez les femmes, donc, qui a marqué un shoot exceptionnel depuis presque le centre du terrain? Gabi Williams, Marie Fautou, Mariem Badian ou Marine Johannes? Je pense que c'est Gabi Williams. Tu es d'accord? Oui. C'est Marie Fautou. Et non, c'était Marine Fautou d'un shoot extraordinaire du milieu du terrain quasiment. Voilà, c'est fabuleux. Voilà. Victoire de la première équipe, du coup. C'est la fin du match de cette 61e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine. Et si on parlait de sport, fin du match.
Et fin de cette 61e émission, fin du match, comme on dit, avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine dans l'agenda des sportifs. On va commencer jusqu'au 18 août avec du cyclisme, le Tour de France femmes. Après Paris et Clermont-Ferrand, c'est depuis Rotterdam aux Pays-Bas que s'était lancée la 3e édition de la plus grande course cycliste féminine au monde. L'édition 2024 comporte 8 étapes. Alors, le 15 août aura lieu le Tour de France femmes, comme je viens de le dire, avec la 5e étape entre Bastogne et Amnéville, une étape de 152,5 km. Voilà, donc les coureuses auront déjà effectué une certaine partie du tour. On se retrouvera le 16 août avec la 6e étape à Remiremont, direction Morteau, pour 159,2 km. Le 17 août, 7e étape de ce Tour de France femmes entre Champagnole et le Grand Bornand, une étape de 166,4 km. Et alors le 18 août, la fameuse étape du 8 qui sera celle du Grand Bornand, les Alpes d'Huez, 149,9 km, une vraie belle étape de montagne avec 2 grosses ascensions, celle du toit de cette 3e édition du Tour de France féminine avec Swift, le col de Glandon, 1924 mètres par son versant le plus dur, 19,7 km à 7,2%. Puis pour l'arrivée finale, les mythiques 21 lacets de l'Alpe d'Huez. Ensuite, du 17 au 18 août, de la MotoGP avec le Grand Prix d'Autriche, ainsi que de la motocross avec le Grand Prix des Pays-Bas, des championnats du monde dames à Assen aux Pays-Bas. Et 17 au 8 septembre, place au cyclisme à nouveau avec, pour les hommes, le Tour d'Espagne, la Vuelta qui démarre le 17 août. Du 18 au 25 août, l'aviron avec les championnats du monde à Sainte-Catherine au Canada. Et alors le 18 août, c'est la reprise de la Ligue 1 pour Montpellier qui jouera contre Strasbourg et Toulouse-Nantes. En cyclisme VTT, les championnats d'Europe de marathon à Vilborg au Danemark. La semaine prochaine, l'émission sera dédiée aux performances remarquables des athlètes occitans lors des récents Jeux olympiques de Paris 2024. Nous reviendrons sur les exploits de Léon Marchand en natation, auteur de 5 médailles dont 4 titres, ainsi que sur les parcours des frères Lebrun en tennis de table, de nos boxeurs Sofiane Oumia et Bilal Benama, d'Antoine Dupont en rugby à 7 et de Chirine Boucli en judo, et de bien d'autres sportifs d'univers bien différents. Au-delà des médailles, nous aborderons également les difficultés et les échecs que certains ont pu rencontrer. Ne manquez pas ce rendez-vous pour une analyse complète des réussites et des défis de nos champions. Pour cela, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à nos consultants spécialistes de sport pour nous avoir fait vivre une très belle émission. Donc à Joris Chapon, Christelle Ravasso-Jarry, Didier Don, Bernard Pujol pour votre participation bien sûr dans cette émission ici on parle de sport. Ce fut un plaisir. C'est la fin de cette 61e émission spéciale Jeux Olympiques et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous ont suivis de plus en plus, qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne ainsi que Profession Sport Animation 31 pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Au magazine Sport Région, l'agence de communication Bellombra, Dialogue Sport, nos partenaires qui nous accompagnent pour ces émissions spéciales Jeux Olympiques et Paralympiques. Merci à l'équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine et particulièrement les dernières semaines qu'on vient de vivre. À Sébastien Coratin, notre partenaire informatique Simper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques, plateformes podcast, sites internet et ses conseils avisés. Merci aussi Pauline, journaliste co-animatrice avec moi de l'émission, pour ton aide précieuse et ton aide à la préparation, à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent et n'oubliez pas, nous nous retrouvons aussi dans 2 semaines pour les Jeux Paralympiques avec nos consultants. Nous plongerons à nouveau dans l'ambiance de ces Jeux pour débriefer l'ensemble des résultats et les médailles de nos athlètes. Merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.